Bonjour Amlas, et bienvenue dans ce havre paisible de l'histoire où le temps s'écoule avec douceur et où le monde moderne semble délicieusement lointain. J'aimerais savoir d'où dans le monde vous nous regardez aujourd'hui et quelle heure il est chez vous. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à me le faire savoir. Si vous appréciez ce style de voyage calme et immersif dans le passé, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton d'abonnement pour ne pas manquer nos futures aventures ensemble. Ce soir, laissons fondre le stress de nos vies modernes effrénées, alors que nous voyageons vers une époque où la survie elle-même était un art. Vous découvrirez comment les communautés médiévales affrontaient des hivers bien plus brutaux que tout ce que nous vivons aujourd'hui, des hivers qui testaient chaque aspect de l'ingéniosité et de l'endurance humaine, tout en révélant des innovations remarquables et des liens sociaux qui maintenaient des villages entiers en vie. À travers des mois de froid impitoyables, imaginez-vous vous réveillant lentement du sommeil le plus profond que vous ayez jamais connu. Vos paupières semblent lourdes, alourdies par des rêves qui semblaient s'étendre sur des siècles. Alors que la conscience revient progressivement, la première chose qui vous frappe n'est pas la vue, mais le son. Il y a un crépitement particulier, rythmé et vivant, accompagné du plus doux murmure d'air en mouvement. Votre corps vous paraît étrange, enveloppé non pas dans des draps de coton familiers, mais dans quelque chose de plus rude, plus râpeux contre votre peau. De la laine peut-être, mais plus épaisse que tout ce que vous avez jamais ressenti. La texture parle de mains qui l'ont tissé avec intention, comprenant que ce tissu pourrait faire la différence entre la vie et la mort dans les mois à venir. L'air lui-même porte des parfums que votre nez moderne peine à identifier. Il y a de la fumée, oui, mais pas la fumée chimique âcre de la vie contemporaine. Cette fumée exhale l'essence du bois qui brûle, chaque essence racontant sa propre histoire. Le chêne brûle stable et fort, libérant un arôme profond et terreux qui parle d'anciennes forêts. Intro end. Intro end. Le bouleau ajoute une note plus légère, presque sucrée, tandis que le pin contribue son parfum résineux distinctif, qui semble porter l'esprit même de la nature sauvage. Sous ces effluves enfumés, d'autres parfums se faufilent dans votre conscience qui s'éveille. Il y a quelque chose d'animal, mais pas désagréable. L'honnête odeur de la laine et du cuir, de vie vécue près de la terre et de ses créatures. Un subtil parfum d'herbe flotte dans l'air, peut-être de la lavande séchée ou du romarin, soigneusement conservé depuis les mois de récolte, quand la terre était généreuse et chaude. Vos doigts, encore lourds de sommeil, s'étendent pour explorer cette nouvelle réalité étrange. La surface sous votre main n'est pas le bois lisse et transformé du mobilier moderne, mais quelque chose de plus rugueux, plus honnête. Vos doigts suivent les veines du bois, sentant les imperfections subtiles qui témoignent d'arbres ayant grandi lentement, patiemment, au fil des décennies et des saisons changeantes. Le son de crépitement devient plus distinct alors que votre ouïe s'affine. C'est le feu, réalisez-vous, mais pas la flamme contrôlée et prévisible d'un brûleur à gaz ou d'un chauffage électrique. C'est un feu vivant qui respire et danse, consumant le combustible avec un appétit qui doit être constamment nourri et soigneusement entretenu. Chaque craquement et pétillement témoigne du bois qui se rend à la flamme, libérant l'énergie accumulée au fil des années de soleil et de pluie. Alors que vos yeux s'ouvrent, finalement, en papillonnant, le monde qui vous accueille baigne dans une lumière dorée et vacillante. La lumière n'est ni dure ni artificielle, mais chaude et vivante, projetant des ombres dansantes qui semblent raconter des histoires sur des murs de pierre rugueuse. La lumière vient d'un foyer, massif et d'apparence ancienne, où les flammes bondissent et jouent parmi des bûches qui semblent énormes, comparées à tout ce que vous pourriez jeter dans une cheminée moderne. La pièce autour de vous semble à la fois intime et vaste. Le plafond disparaît dans les ombres au-dessus, soutenu par de lourdes poutres de bois qui semblent avoir été taillées dans des arbres d'une taille impossible. Ces charpentes portent les marques des mains qui les ont façonnées, traces d'herminettes et éraflures d'outils qui témoignent d'un travail accompli avec patience et habileté plutôt qu'avec précision mécanique. Votre lit, si on peut l'appeler ainsi, est placé bas près du sol, construit dans une alcôve qui vous protège des courants d'air. Le matelas sous vous n'est pas rempli de ressorts et de mousse moderne, mais de quelque chose qui crépite doucement quand vous bougez. De la paille peut-être, ou des joncs séchés recouverts de ces couvertures de laine rugueuse
qui semble de plus en plus précieuse à chaque instant qui passe. Les murs autour de vous racontent leur propre histoire. De la pierre assemblée avec une précision telle que le mortier semble presque inutile. Pourtant, vous pouvez voir où des mains expertes l'ont appliqué, lissant et façonnant jusqu'à ce que la barrière entre l'intérieur et l'extérieur devienne absolue. Ce ne sont pas des pierres décoratives, choisies pour leur beauté mais fonctionnelles, sélectionnées pour leur capacité à tenir le froid mortel à distance. Dans la lumière dansante du feu, vous commencez à remarquer des détails qui parlent d'une vie vécue avec une attention minutieuse à chaque ressource. Des herbes pendent en fagots séchés au chevron, leurs feuilles bruissant doucement dans l'air chaud qui monte du feu. Des pots d'argile et des bols de bois reposent sur des étagères rugueuses, chacun façonné par des mains qui comprenaient intimement leur fonction. Une grande table de bois domine un côté de la pièce, sa surface marquée et tachée par des années d'usage. Ce n'est pas un meuble choisi pour l'esthétique, mais un outil de survie, où la nourriture était préparée, les outils réparés, et les familles se rassemblaient quand le travail de rester en vie était brièvement mis de côté. Le feu lui-même attire votre attention avec un pouvoir presque hypnotique. Les flammes ne brûlent pas avec l'efficacité bleue du gaz, mais dans toutes les couleurs du rouge profond au jaune brillant, avec des touches occasionnelles de vert et de bleu, alors que différents bois libèrent leurs essences uniques. Le bois brûle avec un but au-delà de la simple chaleur. Ce feu est la vie elle-même. La différence entre le confort et la misère, entre la survie et l'abandon au froid qui attend juste au-delà de ces murs de pierre. Alors que vous vous redressez lentement, votre corps encore lourd de ce sommeil, étrange et profond, vous réalisez que l'air dans la pièce se stratifie en températures distinctes. Près du feu, la chaleur vous étreint comme une main douce, mais même à quelques mètres, vous pouvez sentir la fraîcheur s'infiltrer, vous rappelant la bataille qui se livre entre l'ingéniosité humaine et l'indifférence de la nature. Vos pieds, quand ils touchent le sol, ne trouvent ni tapis ni bois lisse, mais des joncs et de la paille, étalés épais pour fournir une isolation de la pierre en dessous. Le matériau bruisse et se comprime sous votre poids, et vous réalisez que même quelque chose d'aussi simple qu'un revêtement de sol nécessitait une réflexion minutieuse dans ce monde où le gaspillage signifiait la mort. À travers une petite fenêtre, à peine plus qu'une ouverture dans le mur de pierre, vous apercevez le monde au-delà. Le verre, s'il y a du verre, est épais et inégal, déformant la vue comme de l'eau. Ce que vous pouvez voir parle d'un paysage transformé par le froid. Tout paraît argent et blanc, comme si le monde avait été vidé de ses couleurs pour ne laisser que formes et ombres. Le crépitement du feu fournit une bande sonore constante à votre réveil, mais en dessous, vous commencez à entendre d'autres sons. Le vent, non pas la brise douce de l'été, mais quelque chose de lourd et déterminé, qui pousse contre les murs comme s'il en éprouvait la résistance. Parfois, une poutre du toit craque sous quelque charge invisible, peut-être de la neige, s'accumulant au-dessus, peut-être juste la maison s'installant dans sa lutte éternelle contre les éléments. Des craquements occasionnels percent le silence, le bois qui travaille, les joints qui cèdent légèrement sous le poids de l'hiver qui s'accumule au-dessus de vos têtes. Votre souffle, vous le remarquez, crée de petits nuages dans l'air, loin du feu. Pas assez épais pour être inconfortable, mais suffisamment visible pour vous rappeler que la chaleur ici n'est pas un droit ou une évidence, mais quelque chose qui doit être créé, maintenu et soigneusement préservé. Chaque expiration représente de l'énergie dépensée. Chaque inspiration aspire un air qui a été réchauffé par un effort conscient et un combustible précieux. La réalisation s'installe sur vous lentement, comme le froid lui-même. Vous ne visitez pas simplement une autre époque ou un autre lieu. Vous vous êtes réveillé dans un monde où chaque aspect de la vie quotidienne tourne autour d'une réalité unique et impitoyable. L'hiver n'est pas juste une saison ici, un inconvénient mineur à endurer en attendant le printemps. L'hiver est un adversaire vivant, patient et implacable, capable de trouver chaque faiblesse dans la préparation humaine et de l'exploiter sans pitié. Chaque élément de cette demeure témoigne de cette vérité. Les murs épais, le feu soigneusement entretenu, les provisions rangées avec soin, tout cela forme une forteresse fragile contre un ennemi qui ne connaît ni fatigue ni pitié. Maintenant, explorons à quoi ressemblait vraiment ce monde médiéval
et découvrons comment nos ancêtres affrontèrent des défis qui humilieraient même nos préparations modernes les plus avancées. Le froid s'infiltre dans vos os, alors que la conscience revient pleinement. Votre souffle forme de petits nuages dans l'air glacial et vous tirez instinctivement plus près de votre corps le tissu rugueux qui vous couvre. Ce n'est pas n'importe quel matin froid, c'est le froid qui pénètre jusqu'aux os de l'hiver médiéval, où la différence entre la vie et la mort pouvait se mesurer en degrés et à la chaleur d'une braise mourante. Je suis Sarah, et j'ai consacré les 15 dernières années à étudier la vie quotidienne médiévale, à décortiquer des documents qui révèlent la réalité choquante de ce que signifiait vraiment survivre au Moyen-Âge. Ce que vous ressentez en ce moment, ce besoin désespéré de chaleur, cette peur primordiale du froid, c'était la réalité quotidienne de millions de personnes qui ont vécu et sont mortes dans un monde que nous pouvons à peine comprendre aujourd'hui. Imaginez la scène qui vous entoure, tandis que vos yeux s'adaptent à la faible lumière. Vous ne vous réveillez pas dans quelque château romantique sorti d'un conte de fées. Vous êtes dans un monde où 90% de la population étaient des paysans, vivant dans des conditions qui nous horrifieraient aujourd'hui. L'air lui-même raconte une histoire, saturé de fumée provenant de feux mal ventilés, chargé de l'odeur de corps non lavés, de bétail et de l'odeur omniprésente d'excréments humains à laquelle les gens du Moyen-Âge ne pouvaient tout simplement pas échapper. C'est l'Europe médiévale entre 1000 et 1500 après J.C., une époque où la personne moyenne mesurait à peine 1,50 m à cause de la malnutrition, où une simple coupure pouvait signifier la mort par infection et où le rythme de la vie était entièrement dicté par le soleil, les saisons et la nécessité absolue de survivre. Le monde dans lequel vous vous êtes réveillé fonctionne selon des principes si étrangers à nos esprits modernes qu'ils pourraient tout aussi bien venir d'une autre planète. Votre corps médiéval raconte l'histoire de cette dure réalité. Vos mains sont gercées et calleuses à force de travail manuel constant. Vos dents, si vous en avez encore la plupart à votre âge, sont usées par une alimentation à base de pain grossier mêlé de gravier provenant des meules de pierre. Votre peau porte les marques de cicatrices de variole, et si vous êtes une femme qui a accouché, vous avez survécu à quelque chose qui tuait une mère sur 10. Votre espérance de vie oscille quelque part autour de 35 ans, et chaque jour que vous avez vécu pour voir ce matin a été une petite victoire contre les maladies, les famines et la violence qui ont emporté vos voisins sans avertissement. Mais voici ce qui est absolument incroyable dans le monde qui vous entoure. Malgré ces épreuves écrasantes, la société médiévale a développé des systèmes d'organisation complexes qui façonneraient la civilisation humaine pendant des siècles. Le système féodal qui gouverne votre vie ne concerne pas seulement des rois et des nobles qui paradent dans leurs châteaux. C'est un réseau complexe d'obligations, de protection et de stratégies de survie qui ont émergé de l'effondrement de l'ordre romain et de la menace constante d'invasion de maladies et de famines. Imaginez l'échelle sociale s'étirant au-dessus de vous comme une grande pyramide. Au sommet siège le roi, supposément nommé par Dieu lui-même, exerçant un pouvoir absolu sur la vie et la mort. En dessous de lui, les grands seigneurs contrôlent de vastes territoires, commandant des armées et rendant la justice d'un coup d'épée. Puis viennent les nobles mineurs, les chevaliers, qui ont juré de servir de leur vie en échange de concessions de terre. Et au bas de cette structure imposante, supportant le poids de tous ceux qui sont au-dessus, il y a des gens comme vous, les paysans, les serfs, l'épine dorsale de la société médiévale, qui vivront et mourront dans le même village où ils sont nés. Votre place dans cette hiérarchie n'est pas déterminée par le talent, l'ambition ou le travail acharné. Vous êtes né dans votre condition, et l'Église enseigne que questionner cet ordre divin n'est pas seulement rebelle, c'est un péché. L'idéologie des 3 états divise toute la société entre ceux qui combattent, ceux qui prient et ceux qui travaillent. Devinez à quelle catégorie vous appartenez? Vous travaillez pour que d'autres puissent accomplir leur prétendu but divin de guerre et d'adoration. Cette structure sociale rigide crée un monde où votre Seigneur, quelqu'un que vous pourriez voir 1 ou 2 fois par an, possède non seulement la terre que vous cultivez, mais vous possède essentiellement. En tant que serf lié à la terre, vous ne pouvez partir sans permission. Vous ne pouvez vous marier sans son consentement. Vous devez un service de travail plusieurs jours par semaine, travaillant les terres du domaine seigneurial avant de pouvoir
Vous occupez de vos propres petites parcelles. Quand vous mourrez, votre meilleur animal, votre bœuf, votre vache, votre poule de prix, va au seigneur comme taxe mortuaire appelée erio. Pourtant, dans ce système apparemment désespéré, la société médiévale a développé des mécanismes remarquables pour la survie et même des moments de joie communautaire authentiques. Le village où vous vivez fonctionne comme un petit univers en soi, avec ses propres rythmes, relations et règles non écrites qui gouvernent tout du moment de planter les cultures à qui obtient la meilleure place à la messe du dimanche. Votre journée commence avant l'aube, non par choix mais par nécessité. Il n'y a pas d'horloge comme nous les connaissons. Le temps se mesure par les cloches de l'église, par la position du soleil et par les exigences urgentes du travail agricole qui ne peut être retardé. Plantation de printemps, soins d'été, récolte d'automne, survie d'hiver. Ce ne sont pas seulement des saisons. Ce sont des chapitres dans une histoire annuelle où la moindre erreur pourrait signifier la mort pour vous et tous ceux que vous aimez. Le système manorial qui façonne votre existence quotidienne fonctionne selon des principes d'obligation mutuelle qui créent à la fois sécurité et limitation étouffante. Votre seigneur fournit une protection contre les bandits et les guerres, voisine, l'accès à son moulin et à son four, et en théorie veille à ce que vous ne mouriez pas de faim pendant les mauvaises récoltes. En retour, vous fournissez travail, produits et loyauté absolue. C'est un système né du besoin, désespéré de stabilité dans un monde où l'autorité centrale s'était effondrée et où la violence se tapissait juste au-delà de chaque horizon. Mais voici l'aspect le plus choquant de votre existence médiévale. Non pas la pauvreté ou le labeur éreintant, mais entrer dans un univers mental si alien que c'est comme atterrir sur une autre planète. Imaginez croire que tout le cosmos tourne autour de vous, littéralement, avec la Terre assise immobile au centre de la création, tandis que soleil, lune et étoiles dansent en service comme des servants célestes. Imaginez vivre là où la maladie ne provient pas des bactéries, mais de l'air vicié et des pensées pécheresses, où le moment exact de votre naissance détermine votre personnalité à travers des mathématiques stellaires, et où la fin du monde n'est pas une possibilité lointaine, mais une certitude qui approche et qui pourrait arriver demain matin. Votre relation avec le monde naturel qui vous entoure pulse d'une intimité que les gens modernes ont complètement oubliée. Vos mains savent quelles plantes guérissent la fièvre et lesquelles arrêtent les cœurs. Vos yeux lisent les modèles météorologiques comme les gens modernes lisent les applications météo. Votre nez juge la qualité du sol mieux que n'importe quel test de laboratoire. Vous prédisez les tempêtes en observant comment les araignées tissent leurs toiles, comment le bétail se rassemble, comment les oiseaux changent leur schéma de vol. Pourtant, ce même monde naturel respire avec une menace surnaturelle. Des démons se tapissent dans les forêts sombres, attendant les voyageurs perdus. Des fées glissent à travers les rayons de lune pour voler les enfants qui errent au-delà. Des frontières sûres, et chaque ombre danse avec quelque chose qui pourrait vouloir vous traîner dans les ténèbres. Le calendrier agricole qui gouverne votre vie opère avec la précision impitoyable d'un mécanisme cosmique, où un rythme manqué signifie la mort. Imaginez l'agriculture comme la roulette russe. Rater la fenêtre étroite de plantation, ne serait-ce que d'une semaine, et votre famille affronte la famine. Échouez à rentrer les récoltes avant que les pluies d'automne transforment votre grain en bouillie, et tous ceux que vous aimez meurent lentement pendant les mois d'hiver. Stockez votre précieux grain négligemment, et les rats feront un festin pendant que vos enfants dépérissent. Chaque décision agricole porte un poids de vie ou de mort, et il n'y a ni assurance, ni service d'urgence, ni assistance gouvernementale, juste vous, votre connaissance, et les forces indifférentes de la nature décidant si vous vivrez pour voir un autre printemps. Votre relation avec la technologie est simultanément primitive et ingénieusement adaptée aux réalités dures. La charrue lourde qui brise le sol épais européen représente des siècles d'innovation graduelle. Le système à 3 champs qui maximise la rotation des cultures tout en maintenant la fertilité du sol démontre une compréhension sophistiquée de la science agricole. Les moulins à eau et les moulins à vent qui broient votre grain exploitent les forces naturelles avec une efficacité remarquable. Pourtant, vous n'avez ni fenêtre de verre, ni cheminée, ni compréhension de l'hygiène, qui préviendrait la plupart des maladies tuant vos voisins. Alors que votre matinée médiévale continue et que le froid relâche graduellement son emprise sur votre corps qui s'éveille,
Vous commencez à contempler la structure qui vous entoure. Non seulement la hiérarchie sociale qui détermine votre place dans le monde, mais la réalité physique de l'architecture médiévale qui vous protégera. Des éléments, où deviendra votre tombe si le prochain incendie se propage trop rapidement. Mais d'abord, comprenons la maison médiévale où vous vous êtes réveillé, une structure qui représente à la fois une adaptation ingénieuse aux réalités dures et un piège mortel attendant la plus petite étincelle pour transformer votre monde en enfer. Voici quelque chose qui va absolument vous choquer à propos de l'endroit où ces gens vivaient, parce que ce que je suis sur le point de révéler sur les maisons médiévales changera tout ce que vous pensiez savoir sur la survie et le danger. Je parle de maisons qui étaient essentiellement des boîtes d'allumettes géantes, construites avec des matériaux qui donneraient des cauchemars aux commissaires aux incendies modernes. Imaginez ceci. Vous êtes un paysan médiéval, et votre monde entier, votre abri, vos possessions, la survie de votre famille, dépend d'une structure faite principalement de bois et de paille. Pas n'importe quel bois, remarquez bien, mais souvent du bois vert qui n'avait pas été correctement séché, du bois qui se déformerait et se fissurerait en séchant, créant des interstices qui alimenteraient directement en oxygène n'importe quel feu qui commencerait. Les murs de ces maisons racontent une histoire incroyable d'ingéniosité née du désespoir. Imaginez le processus. D'abord, ils construiraient un cadre en bois, utilisant des techniques transmises à travers les générations, des poteaux de chêne massifs joints ensemble, avec des chevilles en bois et des joints à mortaise et tenons. Mais voici l'astuce. Entre ces os de bois, ils rempliraient les interstices avec du clayonnage et du torchis, ce qui paraît sophistiqué jusqu'à ce que vous réalisiez que ce sont essentiellement juste des bâtons tressés enduits d'un mélange de boue, de crottin d'animal et de paille. Maintenant, la situation de toiture était là où les choses devenaient absolument folles. La toiture de chaume n'était pas juste commune. Elle était virtuellement universelle parmi les classes. Inférieures, nous parlons d'épaisses couches de paille, de roseaux ou de joncs, parfois jusqu'à 60 cm d'épaisseur, toutes tenues en place par des lattes de bois. Cela créait un toit qui était étonnamment efficace pour garder dehors la pluie, mais voici le problème. C'était essentiellement un accélérateur de feu massif assis juste au-dessus de votre tête. Laissez-moi vous peindre l'image sensorielle de ce que le feu signifiait dans ces conditions. Au moment où une seule étincelle atterrissait sur ce chaume, peut-être d'une cheminée de voisin, peut-être d'une torche portée trop négligemment, dans les rues, vous entendriez ce doux crépitement, presque comme quelqu'un froissant du papier. Mais en quelques minutes, ce doux crépitement deviendrait un rugissement, alors que les flammes couraient à travers le toit, plus vite qu'une personne ne pouvait courir. L'odeur vous frapperait en premier, pas juste de la fumée, mais la puanteur, âcre de la paille brûlante, mélangée à l'odeur doucement sucrée du torchis qui fond, et la pointe aigre du bois qui brûle. La chaleur deviendrait insupportable en quelques instants, et voici la partie vraiment horrifiante. Le cadre de bois qui tenait tout ensemble conduirait effectivement le feu vers le bas, comme un réseau d'autoroutes portant la destruction directement dans le cœur de votre maison. Mais attendez, cela empire. Il ne s'agissait pas de maisons isolées dispersées dans la campagne. Les villes médiévales étaient densément peuplées, avec des bâtiments qui se touchaient littéralement, partageant des murs, créant ce que les experts en incendie appelleraient aujourd'hui une tempête parfaite. Quand une maison prenait feu, elle ne menaçait pas seulement cette famille, elle menaçait des quartiers entiers. Prenons le cas du Londres médiéval, où j'ai passé d'innombrables heures à étudier les registres d'incendie. En 1212, un feu a commencé à Southwark et a sauté par-dessus le pont de Londres, consumant des milliers de bâtiments. Les chroniques décrivent des gens pris au piège entre des murs de flammes, sans nulle part où fuir, car les rues étaient si étroites et les bâtiments si densément tassés. Le feu s'est propagé si rapidement que les familles n'avaient que quelques minutes pour saisir ce qu'elles pouvaient porter avant que tout leur monde ne soit réduit en cendres. Et voici quelque chose qui va vous époustoufler sur la construction médiévale. Ils savaient vraiment à quel point c'était dangereux. Les ordonnances municipales du XIIIe siècle en avant ont tenté à maintes reprises de réglementer les matériaux de construction, exigeant des toits de tuiles ou d'ardoises dans certaines zones, imposant des rues plus larges, jusqu'à spécifier la hauteur des cheminées. Mais voici la réalité brutale.
Les pauvres ne pouvaient pas se permettre des matériaux plus sûrs. Le chaume était bon marché, facilement disponible et facile à travailler. La pierre et la tuile nécessitaient des artisans spécialisés et des ressources que la plupart des familles n'avaient tout simplement pas. Les implications sociales de ce risque d'incendie ont créé une dynamique fascinante. Les marchands riches et les nobles construisaient de plus en plus leurs maisons avec des fondations en pierre, des toits de tuiles et plusieurs sorties. Ils positionnaient leurs maisons stratégiquement, souvent avec des jardins ou des cours qui pouvaient servir de barrière contre le feu. Pendant ce temps, les classes laborieuses demeuraient piégées dans ce qui était essentiellement des taudis sujets au feu, où un seul accident pouvait anéantir des générations de biens accumulés en quelques minutes. Mais c'est là que l'ingéniosité médiévale brille vraiment à travers la terreur. Les communautés ont développé des techniques de lutte contre le feu incroyablement sophistiquées en utilisant les outils primitifs disponibles. Elles ont organisé des brigades de seaux qui pouvaient s'étendre sur des pâtés de maisons avec des porteurs d'eau désignés qui connaissaient chaque puits et citerne du quartier. Elles ont créé des crochets à incendie, de longs poteaux avec des crochets métalliques qui pouvaient arracher le chaume enflammé avant que les flammes ne se propagent aux bâtiments adjacents. Certaines villes avaient même des gardiens du feu désignés qui patrouillaient pendant les saisons sèches, guettant les premiers filaments de fumée. L'impact psychologique de vivre avec cette menace constante a façonné la culture médiévale de façon que nous pouvons à peine imaginer aujourd'hui. Les familles dormaient avec leurs biens les plus précieux à portée de main, non pas parce qu'elles craignaient les voleurs, mais parce qu'elles savaient qu'elles pourraient avoir moins de 5 minutes pour échapper à un incendie. Les enfants apprenaient à identifier l'odeur de fumée avant de savoir marcher correctement. Des communautés entières ont développé une conscience presque surnaturelle des patterns de vent, car elles savaient qu'un vent fort pendant un incendie pouvait signifier la différence entre perdre une maison et perdre un district entier. Les rythmes saisonniers du risque d'incendie ont créé leur propre calendrier social. Les mois d'été apportèrent le plus grand danger, avec le chaume sec, agissant comme d'énormes boîtes d'allumettes sous le soleil brûlant. L'automne apportait un type différent de terreur, tandis que les gens commençaient à allumer des feux dans des cheminées qui n'avaient pas été utilisées depuis des mois, découvrant potentiellement que des dommages à la cheminée ou des nids d'animaux avaient créé de nouveaux risques d'incendie. L'hiver apportait paradoxalement à la fois soulagement et nouveaux dangers, moins de risques d'incendie de toit, mais utilisation accrue de flammes nues pour le chauffage et la cuisine. Et puis, il y avait les grands incendies urbains qui sont devenus légendaires, remodelant non seulement des vies individuelles, mais des civilisations entières. Le feu qui a consumé la plus grande partie du Rouen médiéval en 1200. L'incendie qui a ravagé de grandes sections de Paris en 1188. Chacun de ces désastres a enseigné des leçons difficiles sur l'urbanisme, les codes du bâtiment et la relation fondamentale entre abri et survie. Ce qui m'impressionne le plus en étudiant ces conditions d'habitation médiévale, c'est comment elles révèlent l'incroyable résilience des communautés humaines. Malgré le fait de vivre dans ce qui était essentiellement des pièges à incendie, malgré le fait d'affronter la possibilité constante que tout ce qu'elles possédaient puisse disparaître en minutes, ces communautés ont trouvé des moyens de prospérer, de construire, de créer des héritages durables qui ont survécu bien au-delà de leurs fragiles maisons de bois. Tandis que les flammes se répandent à travers votre demeure médiévale, tandis que le chaume au-dessus de votre tête commence à fumer et que la structure de bois commence à conduire la chaleur comme un réseau de conduits mortels, vous vous rendriez compte que la survie n'était pas seulement une question d'échapper au feu immédiat. Il s'agissait de comprendre comment ces communautés avaient appris à lutter contre les flammes. C'est là que notre histoire prend un autre tournant incroyable, parce que les sons de craquement du bâtiment en feu résonnent dans les rues étroites, et remarquez comment les habitants de la ville ne paniquent pas. Il y a quelque chose de presque rituel dans leur réponse, une danse chorégraphiée née de siècles à vivre avec cette menace constante. Je suis Sarah, et j'ai passé des années à étudier la vie urbaine médiévale et ce que j'ai découvert sur la façon dont nos ancêtres combattaient les incendies va absolument changer votre façon de penser la communauté et la survie. Imaginez cette scène se déroulant au ralenti. L'épouse du boulanger apparaît à sa porte, non pas en courant, mais se déplaçant avec un but délibéré. Elle porte 2 seaux de cuir,
déjà rempli et attendant sur son seuil. Ce n'est pas une coïncidence. Chaque foyer dans les villes médiévales maintenait un équipement de lutte contre l'incendie prêt, positionné stratégiquement près de leurs portes. Le poids de ces seaux, les poignées usées et lisses, le léger bruit de l'eau alors qu'elle se déplace. Ces détails comptent, car ils représentent quelque chose d'incroyable sur la société médiévale. Vous voyez, quand nous pensons aux services d'incendie aujourd'hui, nous imaginons des services professionnels, des pompiers formés, des équipements modernes. Mais à l'époque médiévale, chaque personne était un pompier. Chaque marchand, chaque artisan, chaque ménagère, tous savaient exactement quoi faire quand des flammes apparaissaient. La réponse communautaire n'était pas organisée par des officiels ou des autorités. Elle émergeait naturellement de la nécessité, raffinée à travers des générations d'expériences partagées. Écoutez les sons autour de notre scène d'incendie. Il y a des cris, oui, mais ce sont des cris coordonnés, des ordres transmis de personne en personne. Brigade d'eau au puits, mouiller les toits voisins, déplacer les réserves de grains. Ce ne sont pas des cris de panique aléatoires. C'est l'équivalent verbal d'une opération militaire, sauf que chaque civil est un soldat entraîné. La partie la plus fascinante est comment il comprenait le comportement du feu de manière que nous avons presque oublié. Regardez l'apprenti forgeron grimper sur le toit adjacent au bâtiment en feu. Il n'est pas imprudent. Il exécute une stratégie transmise à travers les générations. Les gens du Moyen-Âge savaient que les incendies se propagent par la chaleur, rayonnante et les braises volantes. Alors ils se concentraient sur la création de coupe-feu, l'arrosage des surfaces proches, le retrait des matériaux combustibles du chemin du feu. Ces seaux à incendie en cuir n'étaient pas de simples contenants. Ils étaient conçus avec des fonds larges et plats qui restaient stables quand on se les passait de main en main. Le cuir était spécialement traité pour résister à la chaleur et retenir l'eau sans fuir. Chaque seau contenait exactement la bonne quantité, assez lourd pour être efficace, assez léger pour être maniable dans une chaîne humaine. Et les brigades de seaux elles-mêmes étaient des merveilles. De coordination humaine. Imaginez 30 ou 40 personnes formant un tapis roulant vivant du puits à l'incendie. Chaque personne se tient précisément à longueur de bras de la suivante. Les seaux vides refluent le long d'un côté, les seaux pleins se précipitent vers l'avant le long de l'autre. Aucun mouvement gaspillé, aucune confusion sur les rôles ou les positions. C'est comme regarder une machine humaine. Chaque composant parfaitement calibré aux autres. Ce qui me frappe le plus, c'est le silence entre les cris. Dans ces moments, vous pouvez entendre la respiration concentrée, l'éclaboussement régulier de l'eau, le bruit rythmé des seaux qu'on se passe. Il y a une qualité méditative à cela, comme si toute la communauté entrait dans une transe partagée de détermination. L'incendie devient non seulement une menace, mais un catalyseur qui transforme les foyers individuels en un organisme unifié. La lutte contre l'incendie médiéval ne se limitait pas à l'eau cependant. Il comprenait que différents incendies nécessitaient différentes approches. Pour les incendies de chaume, ils utilisaient des crochets à long manche pour tirer le matériel brûlant loin des structures. Pour les incendies de bois, ils employaient des haches pour créer des coupe-feux en démolissant les bâtiments adjacents si nécessaire. Ils utilisaient même des couvertures mouillées et des peaux d'animaux pour étouffer les plus petits. Brasier. Chaque outil avait son but, chaque technique son moment approprié. Le génie résidait dans leur compréhension de la psychologie du feu, si vous voulez. Le feu cherche du combustible, de l'air et de la chaleur. Enlevez n'importe lequel de ces éléments, et le feu meurt. Alors les pompiers médiévaux ne jetaient pas seulement de l'eau sur les flammes, ils éliminaient stratégiquement les ressources du feu. Ils retirèrent les matériaux combustibles, créaient des barrières au flux d'air et appliquaient des agents refroidissants aux points précisément appropriés. Je trouve remarquable comment ils s'organisaient sans système de communication moderne. Pas de radio, pas de centre de coordination, pas de commandant d'incident de la façon dont nous les comprenons aujourd'hui. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, à travers les connaissances culturelles partagées et les schémas de réponse pratiqués, ils créaient des forces de lutte contre l'incendie efficaces qui pouvaient se mobiliser en quelques minutes après le déclenchement d'une alarme. Les cloches d'incendie jouaient un rôle crucial dans ce système, pas seulement les cloches d'église, mais des cloches plus petites positionnées dans tous les quartiers. Quand quelqu'un repérait un incendie, il sonnait la cloche la plus proche selon un modèle spécifique. 3 coups rapides, pose 3 coups de plus. Quiconque entendait ce signal
savait immédiatement ce que cela signifiait et ce qu'il devait faire. Le signal se propageait à travers la ville plus vite qu'aucune personne ne pouvait courir, alertant tout le monde simultanément. Les enfants avaient des rôles aussi, mais ils étaient soigneusement définis et appropriés à leur âge. Les plus jeunes portèrent des messages entre différentes parties de l'opération de lutte contre l'incendie. Les enfants plus âgés aidaient à déplacer les objets de valeur en sécurité ou assistaient avec les seaux plus légers dans la brigade. Même les très âgés contribuaient en entretenant de plus petits feux qui gardaient l'eau chaude. Parce qu'en hiver, l'eau chaude était plus efficace que l'eau glacée du puits. L'aspect le plus incroyable pourrait être la rapidité avec laquelle ils pouvaient se mobiliser. De la première alarme à la réponse complète, parfois 50 ou 60 personnes travaillant en formation coordonnée, prenaient moins de 10 minutes dans la plupart des villes. Pensez-y un instant. À une époque sans téléphone, sans transport moderne, sans service d'urgence professionnel, des communautés entières pouvaient s'organiser en unités de lutte contre l'incendie efficaces plus rapidement que beaucoup. Deux services d'incendie modernes ne peuvent répondre aux appels. Mais ce qui m'étonne vraiment, c'est la préparation psychologique qui rendait cela possible. Les gens du Moyen-Âge ne savaient pas seulement comment combattre les incendies, ils s'attendaient à combattre les incendies. Chaque adulte portait des cartes mentales des risques d'incendie de son quartier. Il savait quel bâtiment avait le chaume le plus sec, quelle rue avait le meilleur accès à l'eau, quelle structure devrait être démolie en premier. Si les flammes se propageaient dans certaines directions, cette préparation constante s'étendait aussi aux biens personnels. Les familles gardaient leurs possessions les plus précieuses dans des contenants portables, prêts à être saisis et emportés en sécurité au moindre avertissement. Les documents importants étaient stockés dans des boîtes métalliques. Les objets de valeur étaient souvent enterrés dans des endroits prédéterminés, que les membres de la famille pouvaient trouver même dans l'obscurité et le chaos. Chaque foyer avait des plans d'évacuation qui avaient été pratiqués et perfectionnés au fil du temps. Les liens communautaires forgés par les expériences partagées de lutte contre les incendies créaient des réseaux sociaux qui s'étendaient bien au-delà de la réponse d'urgence. Les personnes qui avaient travaillé côte à côte en se passant des seaux pendant une crise devenaient des alliés à vie. Les quartiers qui avaient réussi à sauver mutuellement leurs maisons développaient une loyauté féroce et des systèmes de soutien mutuel. Le traumatisme et le triomphe partagé de la lutte contre les incendies ensemble devenaient des expériences fondatrices qui façonnaient la culture urbaine médiévale. Et voici ce qui est vraiment stupéfiant. Ils excellaient dans cet art. Les pompiers médiévaux, utilisant uniquement la force humaine, des outils simples et la coordination communautaire, contenaient souvent des incendies majeurs contre lesquels les équipements modernes pourraient avoir du mal. Ils comprenaient intimement leur ennemi. Ils savaient comment le feu se déplaçait, de quoi il avait besoin, comment le priver de ressources. Plus important encore, ils ne combattaient jamais seuls. Ils savaient comment le feu se déplaçait, de quoi il avait besoin, comment le priver de ressources. Plus important encore, ils ne combattaient jamais seuls. Alors que l'aube se lève sur votre ville médiévale, alors que les dernières braises de la crise de la nuit s'estompent lentement en cendres froides et que la communauté commence à évaluer ce qui a été perdu et ce qui a été sauvé, vous réalisez que ce à quoi vous avez assisté n'est pas seulement une réponse d'urgence. C'est quelque chose de plus profond. C'est l'essence de ce que signifiait être humain à une époque où la survie exigeait non seulement la force individuelle, mais la sagesse collective, le courage partagé et le type de lien communautaire que la société moderne a largement oublié. Mais comprendre la lutte contre les incendies médiévales n'est que le début. Car alors que l'aube se lève sur votre ville médiévale, peignant le ciel dans de douces teintes d'or et de rose, la communauté se déplace avec la détermination fluide de personnes dont la survie dépend de la compréhension exacte de ce que chaque nouveau jour exige. L'odeur âcre du feu de la nuit dernière persiste encore dans l'air, se mêlant à la fumée de bois d'innombrables foyers et au parfum terreux du gel matinal qui commence à relâcher son emprise sur les pavés. Je suis Guillaume, et j'ai chroniqué ces communautés résilientes pendant plus d'années que je ne peux en compter, documentant comment des gens ordinaires faisaient face à des défis extraordinaires avec rien d'autre que l'ingéniosité, la détermination et le type de soutien mutuel qui pouvaient faire la différence entre la vie et la mort. Ce qui se déroule dans ces premières heures va vous fasciner car cela révèle une adaptabilité humaine
que notre confort moderne nous a fait oublier. Imaginez Margot, la femme du boulanger que nous avons rencontrée pendant l'incendie. Elle tient dans son embrasure de porte, non pas pour évaluer les dégâts, mais pour calculer les ressources. Son esprit fonctionne comme un instrument précis, mesurant ce qui a été perdu contre ce qui reste, déterminant quels voisins auront besoin de pain aujourd'hui et lesquels auront besoin d'un abri. Ce n'est pas de la charité, comme nous la comprenons. Ce sont des mathématiques de survie, les équations complexes qui maintiennent les communautés médiévales en vie. Regardez-la se déplacer dans sa routine matinale. Chaque geste est délibéré, rien n'est gaspillé, rien n'est laissé au hasard. Elle vérifie d'abord ses réserves de grains, pas seulement la quantité, mais la qualité. Les gens médiévaux pouvaient dire par le toucher, par l'odeur, par la façon dont le grain coulait d'un récipient à un autre, s'il avait absorbé trop d'humidité, si les rats l'avaient contaminé, s'il durerait pendant les prochaines semaines difficiles. L'incendie de la nuit dernière a créé de nouvelles réalités qui doivent être reconnues et adaptées immédiatement. 3 familles ont complètement perdu leur maison, mais voici ce qui est incroyable. En quelques heures, pas des jours, ces familles ont des endroits pour dormir, accès à la nourriture et des plans pour reconstruire. Ce n'est pas de la bureaucratie ou des efforts de secours organisés. C'est l'instinct de survie communautaire affiné à travers des siècles de crise et de récupération. Pierre le charpentier apparaît à la porte de Margot, mais il n'est pas là pour du pain. Il est là parce qu'il sait qu'elle a l'œil le plus aiguisé pour mesurer le bois dans la ville, et les familles sinistrées auront besoin d'évaluations précises de quels matériaux de construction peuvent être récupérés et lesquels doivent être remplacés. Leur conversation se déroule dans un jargon professionnel, développé au cours d'années de travail ensemble pendant les crises. Voici ce qui est le plus remarquable. Ils planifient déjà non seulement de reconstruire, mais d'améliorer leur construction. Les communautés médiévales apprenaient de chaque catastrophe, incorporant les connaissances durement acquises dans chaque nouvelle construction. Ces maisons qui ont brûlé la nuit dernière avaient certaines faiblesses, peut-être du chaume qui était trop sec, peut-être des joints de bois qui n'étaient pas correctement scellés. Les nouvelles structures aborderont ces défauts, rendant tout le quartier plus résilient. Mais la survie individuelle dépendait de compétences que les gens modernes ont complètement perdues. Observer le vieux Guillaume, démontrer l'art perdu, de lire les conditions météorologiques sans autre instrument que ses propres sens. Il montre aux jeunes apprentis comment le comportement des oiseaux, la direction du vent, la qualité de la lumière filtrante à travers les nuages matinaux peuvent prédire si ce jour sera propice au travail extérieur ou si tout le monde devrait se préparer à des changements soudains. Chaque personne médiévale portait dans sa tête un calendrier incroyablement détaillé des tâches saisonnières qui ne pouvaient pas être retardées ou ignorées. Aujourd'hui, étant le début de l'hiver, certaines activités deviennent urgentes, tandis que d'autres sont impossibles. Les techniques de conservation des aliments qui étaient optionnelles en automne deviennent maintenant des questions de vie ou de mort. Le bois de chauffage, qui semblait adéquat il y a 2 semaines, nécessite soudain des calculs de rationnement minutieux. Marguerite revient du puits avec de l'eau qui paraît claire, mais porte des risques invisibles à l'œil nu. Les gens du Moyen-Âge ont développé des techniques sophistiquées pour purifier l'eau grâce à des méthodes de filtration simples. Couches de sable, charbon de bois et tissus propres qui permettaient d'éliminer de nombreux contaminants. Ils faisaient bouillir l'eau non parce qu'ils comprenaient les bactéries, mais parce que des générations d'expérience leur avaient enseigné que l'eau bouillie causait moins de maladies. Les aspects psychologiques de la survie médiévale me fascinent le plus. Ces gens vivaient avec des incertitudes qui provoqueraient chez les individus modernes des troubles anxieux. Pourtant, ils ont développé des cadres mentaux qui permettaient non seulement la survie, mais de véritables moments de contentement et de joie. Ils trouvaient la sécurité non pas en contrôlant leur environnement, mais en faisant confiance à leur communauté et à leurs propres compétences durement acquises. Observez comment l'information circule à travers la ville ce matin. Ni journaux, ni radio, ni Internet. Pourtant, tout le monde sait en quelques heures exactement ce qui s'est passé pendant la nuit, qui a besoin d'aide, quelles ressources sont disponibles et quels dangers pourraient approcher. Ce réseau de communication fonctionne grâce au ragot du marché, aux conversations de travail et à la conscience partagée de personnes dont les vies sont intimement liées. La partie la plus étonnante
est la façon dont ils équilibrent responsabilité individuelle et coopération communautaire. Chaque famille doit être suffisamment autonome pour survivre indépendamment, mais suffisamment connectée pour donner et recevoir de l'aide quand c'est nécessaire. C'est une écologie sociale délicate, où trop d'indépendance signifie isolation et mort. Mais trop de dépendance signifie devenir un fardeau que la communauté ne peut supporter. Les compétences de survie que possédait chaque personne médiévale sembleraient aujourd'hui relever d'une expertise spécialisée. Ils pouvaient identifier les plantes comestibles, conserver la nourriture sans réfrigération, traiter les blessures mineures avec des remèdes à base de plantes, prédire les conditions météorologiques, réparer outils et articles ménagers et maintenir des feux qui pouvaient brûler efficacement pendant des heures sans attention constante. Leur relation avec la technologie était fondamentalement différente de la nôtre. Ils ne s'attendaient pas à ce que les outils fonctionnent sans maintenance, les systèmes fonctionnent sans intervention humaine, ou les ressources soient disponibles sans effort personnel. Chaque élément technologique de la vie médiévale nécessitait compréhension, soins et compétences pour fonctionner efficacement. Une charrue mal entretenue pouvait signifier l'échec des récoltes. Un feu mal entretenu pouvait signifier la mort de froid. La routine quotidienne qui émerge alors que la matinée progresse révèle l'incroyable complexité de la vie médiévale apparemment simple. Chaque tâche nécessite des décisions que les gens modernes n'ont jamais à affronter. Que manger dépend non seulement des préférences, mais des aliments qui fourniront l'énergie nécessaire pour le travail de la journée, tout en préservant les réserves pour les besoins futurs. Que porter dépend du temps, des activités prévues, et de l'état des vêtements qui doivent durer des années, pas des saisons. Je trouve remarquable comment les gens du Moyen-Âge géraient le temps sans horloge ni horaire au sens moderne. Ils fonctionnaient selon ce que les érudits appellent le temps des tâches, travaillant jusqu'à ce que le travail soit terminé plutôt que selon des heures prédéterminées. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, ils coordonnaient des activités communautaires complexes, maintenaient des rythmes saisonniers et équilibraient des demandes concurrentes sur leur énergie et attention. La matinée continue avec des activités qui révèlent une autre couche de sagesse de survie médiévale. Les enfants ne font pas que jouer. Ils apprennent des compétences à travers des jeux qui seront essentiels pour leur survie d'adultes. Les garçons s'exercent avec des épées en bois, non seulement pour se divertir, mais pour développer des réflexes et une force dont ils pourraient avoir besoin pour la défense communautaire. Les filles apprennent des chansons élaborées qui contiennent en fait des informations importantes sur les remèdes à base de plantes, le timing saisonnier et la gestion domestique. Même la façon dont les gens du Moyen-Âge évoluaient dans leur environnement physique témoignait d'adaptation de survie. Ils marchaient différemment, avec une conscience des conditions du sol, des changements météorologiques et des dangers potentiels que l'attention constante à leur environnement avait développé en habitude inconsciente. Leurs mains restaient occupées pendant les conversations, réparant outils, préparant matériaux, ou effectuant de petites tâches qui contribuaient à l'efficacité domestique. Alors que la matinée progresse vers les heures du milieu de la journée, vous commencez à comprendre que la survie quotidienne médiévale n'était pas seulement une question d'avoir suffisamment de nourriture et d'abri. Il s'agissait de maintenir le réseau complexe de relations, compétences, connaissances et ressources qui rendait la survie possible dans un monde sans filet de sécurité, sans système de sauvegarde et sans autorité sur lesquelles compter, hormis la sagesse accumulée des communautés qui avaient appris à survivre ensemble. Ce qui nous amène à peut-être le défi de survie le plus fondamental de tous. Explorons le monde fascinant de la subsistance médiévale, où chaque repas représentait un triomphe sur la pénurie et chaque aliment conservé pouvait signifier la différence entre la vie et la mort quand l'hiver resserrait son emprise sur la terre. Je suis Elena, et j'ai passé des décennies à étudier les systèmes alimentaires médiévaux, et ce que j'ai découvert changera complètement votre façon de penser la cuisine, l'alimentation et l'incroyable ingéniosité que nos ancêtres déployaient face à l'insécurité alimentaire qui fait paraître triviale les pénuries modernes. L'approche médiévale de la subsistance n'était pas seulement une question de remplir les estomacs. C'était une science complexe de survie qui nécessitait compétences, timing et coopération communautaire que les gens modernes peuvent à peine comprendre. Imaginez Agnès vérifiant les réserves de grains de sa famille en cette matinée froide, mais elle ne fait pas que compter les quantités. Ses mains expérimentées tamisent l'orge.
palpant les changements subtils de texture qui indiquent le taux d'humidité, vérifiant l'odeur de moisie caractéristique qui prévient de la formation de moisissures, écoutant les différents sons que produisent les grains sains comparés aux grains qui ont été compromis par des problèmes de stockage. Chaque grain d'orge, chaque pomme conservée, chaque lamelle de porc salé représente des calculs minutieux effectués des mois plus tôt pendant la saison des récoltes. Agnès et ses voisins ne faisaient pas que récolter la nourriture quand elle était abondante. Ils la transformaient en utilisant des techniques de conservation qui pouvaient prolonger la durée de conservation pendant des mois, voire des années. Les connaissances nécessaires à une conservation alimentaire réussie étaient aussi complexes que n'importe quelle science alimentaire moderne, mais c'était un savoir que chaque foyer médiéval devait absolument maîtriser. Observez Agnès, alors qu'elle démontre l'art perdu de faire du potage, cette épaisse soupe qui soutenait les communautés médiévales pendant les mois les plus rudes. Ce n'est pas simplement jeter des ingrédients dans une marmite, c'est un processus soigneusement orchestré qui maximise la nutrition tout en minimisant le gaspillage. Elle commence avec des grains qui ont trempé toute la nuit, pas seulement pour les ramollir, mais pour commencer à décomposer les composés qui les rendent difficiles à digérer. Les herbes qu'elle ajoute ne sont pas choisies uniquement pour leur saveur, bien que les gens du Moyen-Âge se souciaient assurément du goût. Chaque herbe sert plusieurs objectifs. Certaines aident à la digestion, d'autres aident à conserver le mélange, d'autres encore fournissent des nutriments vitaux qui pourraient manquer dans le régime hivernal limité. Cette poignée de thym séché contient des connaissances transmises à travers les générations sur quelles combinaisons de plantes fonctionnent ensemble pour maintenir les corps en bonne santé pendant les périodes de pénurie. Voici ce qui m'étonne absolument dans les systèmes alimentaires médiévaux. Ils ne gaspillaient pratiquement rien. Agnès garde chaque épluchure de légumes, chaque os de viande, chaque grain de farine renversé. Les déchets de légumes deviennent du compost qui améliorera le sol du jardin de l'année prochaine. Les eaux sont bouillies à répétition pour extraire chaque parcelle de valeur nutritionnelle, puis broyées en farine qui peut être mélangée à d'autres aliments. Même l'eau utilisée pour cuisiner sert plusieurs objectifs, devenant la base de la soupe du lendemain, ou étant utilisée pour ramollir le pain devenu trop dur à mâcher. Les techniques de conservation qu'ils employaient impressionneraient les scientifiques alimentaires modernes. Fumer les viandes n'était pas seulement pour ajouter de la saveur, c'était pour créer des changements chimiques qui prévenaient la croissance bactérienne. Saler le poisson nécessitait de comprendre les proportions exactes de sel par rapport à la chair, le moment de l'application, et les conditions environnementales qui assureraient le succès du processus de conservation plutôt que de créer des conditions propices à la détérioration. Mais voici ce qui va vous stupéfier. Les gens du Moyen-Âge avaient souvent des régimes plus variés que nous le supposons. Bien que les quantités puissent être limitées, ils utilisaient une gamme incroyable de plantes, d'animaux et de méthodes de préparation qui créaient une diversité nutritionnelle surprenante. Ils savaient quelles verdures sauvages fournissaient des nutriments essentiels pendant le trou de la fin d'hiver et du début de printemps, quand les réserves stockées s'amenuisaient, mais les nouvelles récoltes n'avaient pas encore mûri. Marthe, la voisine d'Agnès, se spécialise dans la conservation des produits laitiers, et la regarder travailler, c'est comme observer un maître chimiste. Elle comprend exactement comment la température environnementale, l'humidité et le moment approprié affectent le processus de fabrication du fromage. Sa cave à fromage, un espace de stockage soigneusement construit avec un contrôle précis de température obtenu par un positionnement astucieux et une isolation naturelle, maintient des conditions qui permettent un vieillissement approprié tout en prévenant la détérioration. Les rythmes saisonniers des systèmes alimentaires médiévaux créaient un calendrier complexe qui gouvernait tout, de la planification des repas quotidiens aux jours de fêtes communautaires. Le printemps apportait les premières verdures fraîches qui fournissaient des nutriments épuisés pendant l'hiver, mais aussi l'anxiété des réserves qui diminuait et la faiblesse physique qui venait des mois de nutrition limitée. L'été signifiait l'abondance qui nécessitait des activités immédiates de conservation, travaillant de l'aube au crépuscule pour se préparer aux défis du prochain hiver. L'automne était la saison décisive où les communautés réussissaient ou échouaient dans leur préparation de survie. Le moment de la récolte devait être parfait, trop tôt,
et les cultures n'auraient donc pas atteint leur pleine nutrition. Trop tard, et le temps pouvait tout détruire avant que cela puisse être récolté. Puis venaient les semaines frénétiques, de transformation, conservation et stockage, qui détermineraient si les familles vivraient ou mourraient pendant l'hiver à venir. Les méthodes de cuisson médiévales révèlent une autre couche de sagesse de survie. Les foyers massifs n'étaient pas seulement pour chauffer, c'étaient des systèmes de cuisson sophistiqués qui pouvaient maintenir différentes zones de température pour diverses préparations alimentaires. Des zones de cuisson lentes pour les viandes coriaces, des zones chaudes pour une préparation rapide, des endroits tièdes pour faire lever le pain et des zones soigneusement contrôlées pour les processus délicats de conservation. Les aspects sociaux des systèmes alimentaires médiévaux créaient des liens communautaires qui s'étendaient bien au-delà du simple partage. Les projets de brassage collaboratif rassemblaient les voisins pendant des jours de travail qui produisaient des boissons plus sûres que l'eau tout en créant des opportunités pour la planification communautaire et la construction de relations. Les fours communaux servèrent des quartiers entiers, mais nécessitaient une coordination et coopération qui renforçaient les réseaux sociaux. Ce qui me fascine le plus, c'est la façon dont les gens du Moyen Âge parvenaient à gérer la nutrition sans connaître les vitamines, les minéraux ou la diététique moderne. Par essais et erreurs sur des générations, ils ont développé des combinaisons alimentaires qui fournissaient une nutrition équilibrée. Ils savaient que certains aliments prévenaient des maladies spécifiques, que des préparations particulières rendaient les nutriments plus accessibles et que le moment de la consommation pouvait affecter la façon dont les corps utilisaient la nourriture disponible. Les aspects psychologiques de l'alimentation médiévale révèlent une résilience mentale incroyable. Ces gens parvenaient à trouver satisfaction et même plaisir dans des aliments que nous, modernes, considérerions comme à peine comestibles. Ils ont développé une appréciation pour les saveurs subtiles, de la gratitude pour l'abondance, simple, et des rituels sociaux autour de l'alimentation qui donnaient un sens au-delà de la simple survie. La technologie de stockage dans les foyers médiévaux était étonnamment sophistiquée. Des caves à légumes creusées à des profondeurs précises où la température du sol restait constante, des silos à grains conçus pour empêcher l'accès aux rongeurs tout en permettant la circulation de l'air, et des zones de stockage de viande qui tiraient parti de la réfrigération naturelle pendant les mois froids tout en protégeant contre la détérioration durant les périodes plus chaudes. L'économie de l'alimentation médiévale impliquait des calculs complexes qui tenaient compte non seulement des besoins actuels, mais des incertitudes futures. Quelle quantité consommer immédiatement contre quelle quantité économiser pour les temps difficiles? Quelle part échanger avec les voisins contre quelle part garder pour la sécurité familiale? Quel risque prendre en essayant de nouvelles méthodes de conservation contre s'en tenir à des techniques éprouvées, mais potentiellement moins efficaces? Les gens du Moyen Âge comprenaient que la sécurité alimentaire n'était pas seulement une question d'avoir assez de calories, il s'agissait de maintenir l'énergie et la santé nécessaires pour le travail physique qu'exigeait leur survie. Ils avaient besoin d'une nutrition capable de soutenir un dur labeur dans des conditions difficiles, d'aider le corps à combattre infections et blessures et de maintenir la clarté mentale indispensable aux décisions constantes qu'imposait la vie médiévale. Les solutions ingénieuses qu'ils ont développées pour les défis alimentaires révèlent la créativité humaine sous pression. Quand les réserves de grains s'amenuisaient, ils savaient exactement quels aliments sauvages pouvaient étendre les stocks sans causer de maladies. Quand les méthodes de conservation échouaient, ils avaient des stratégies de secours pour sauver ce qu'ils pouvaient et compenser les pertes. Quand les conditions climatiques perturbaient les saisons de croissance normales, ils disposaient de cultures alternatives et de techniques de cueillette pour assurer une nutrition d'urgence. À mesure que l'hiver s'intensifiait et que les réserves alimentaires s'amenuisaient, les communautés médiévales devaient faire des choix qui mettraient à l'épreuve non seulement leurs compétences de préparation, mais aussi leurs liens sociaux, les protocoles de partage, les stratégies de rationnement et les systèmes de soutien communautaire qui émergeaient pendant ces temps difficiles révèlent la vraie force de l'organisation sociale médiévale. Quand la maladie ou la blessure frappait à l'époque médiévale, et elle frappait souvent impitoyablement sans avertissement, les communautés affrontaient des menaces que la médecine moderne vainque d'une simple ordonnance. Mais ce n'étaient pas des gens impuissants attendant la mort.
C'étaient des guérisseurs sophistiqués qui avaient bâti un réseau complexe de connaissances médicales au fil des siècles, par nécessité, par observation, et par ce type d'innovation désespérée qui émerge quand l'échec signifie la mort. Imaginez un monde où les connaissances herbales de votre voisin pourraient vous sauver la vie, où les mains fermes du guérisseur du village pourraient être plus habiles que celles de n'importe quel chirurgien moderne. Parce que ce que ces guérisseurs médiévaux pouvaient accomplir avec rien d'autre que des plantes et des siècles de sagesse accumulés transformera complètement votre façon de penser, la médecine et l'ingéniosité humaine. Je suis Marcus, et j'ai consacré ma vie à comprendre la médecine médiévale, et ce que j'ai découvert va littéralement vous stupéfier. Ce n'étaient pas des gens primitifs qui agissaient à l'aveuglette, c'étaient des guérisseurs sophistiqués, qui comprenaient le corps humain, les plantes médicinales, et les méthodes de traitement de manière qui souvent égalaient, et parfois dépassaient, ce que nous considérons comme la pratique médicale moderne. Imaginez Margot, la guérisseuse du village, alors qu'elle examine le jeune Étienne qui s'est blessé la main en combattant l'incendie d'hier. Elle ne regarde pas seulement la blessure visible. Ses yeux expérimentés évaluent son état général, notant la couleur de sa peau, la clarté de ses yeux, la façon dont il tient son corps. Les guérisseurs médiévaux comprenaient que la maladie affectait rarement une seule partie du corps, qu'un traitement efficace nécessitait de comprendre la personne entière dans son environnement. Les connaissances de Margot représentent des générations de sagesse accumulées sur quelles plantes soignent et lesquelles nuisent, quelles combinaisons créent des médicaments puissants et lesquels pourraient s'avérer mortels. Elle sait que l'écorce de saule qu'elle prépare ne se contente pas de soulager la douleur d'Étienne. Elle contient des composés que nous appelons maintenant acide salicylique, l'ingrédient actif de l'aspirine. Mais voici la partie incroyable. Elle n'a pas besoin de comprendre la chimie moderne pour utiliser ses connaissances efficacement. Regardez ses mains pendant qu'elle prépare les remèdes à base de plantes. Chaque geste démontre des compétences qui ont nécessité des années de formation pour être maîtrisées. Les techniques de broyage précises qui libèrent les composés actifs sans les détruire. La mesure minutieuse qui assure des doses efficaces sans risquer la toxicité, le timing de préparation qui maximise la puissance tout en prévenant la détérioration. Il ne s'agit pas d'approximation. C'est une préparation pharmaceutique sophistiquée utilisant des outils et des techniques perfectionnées au fil des siècles. Les herbes qui pendent aux poutres de Margot racontent l'histoire de toute une année de cueillette minutieuse, de traitement et de stockage. Chaque bouquet a été collecté au moment précis où les médicaments végétaux étaient les plus puissants, séchés dans des conditions spécifiques qui préservaient leurs propriétés curatives et stockés de façon à prévenir la contamination ou la détérioration. Les guérisseurs médiévaux comprenaient les rythmes saisonniers de la médecine végétale que les compagnies pharmaceutiques modernes étudient encore. Mais la médecine médiévale s'étendait bien au-delà des remèdes à base de plantes. Margot examine la blessure d'Étienne avec des techniques qui démontrent une compréhension sophistiquée de la prévention des infections. Elle nettoie la blessure avec des solutions que nous savons maintenant avoir des propriétés antimicrobiennes, applique des pansements qui favorisent la guérison tout en prévenant la contamination et fournit des instructions de soins post-opératoires qui reflètent une connaissance profonde de la façon dont l'organisme se guérit lui-même quand il reçoit les soins adaptés. Les méthodes diagnostiques que les guérisseurs médiévaux employaient peuvent nous sembler étranges, mais elles étaient basées sur une observation minutieuse des symptômes et des modèles qui permettaient une évaluation étonnamment précise des conditions médicales. Ils comprenaient que la couleur et la consistance de l'urine pouvaient indiquer des problèmes internes, que le rythme et la qualité du pouls pouvaient révéler des problèmes de cœur et de circulation, que l'apparence de la peau et des yeux pouvaient nous signaler diverses maladies. Les chirurgiens médiévaux effectuaient des opérations complexes incluant l'ablation de la cataracte, l'extraction de calculs vésicaux et même certaines formes de chirurgie cérébrale, souvent avec des taux de succès qui rivalisent avec ceux des praticiens modernes. Les aspects psychologiques de la guérison médiévale révèlent une autre couche de sophistication. Margot ne traite pas seulement la blessure physique d'Étienne, elle s'adresse à ses peurs, explique ce qu'elle fait et pourquoi, et fournit un soutien émotionnel qui aide le processus de guérison. Les guérisseurs médiévaux comprenaient que l'état mental affectait significativement la récupération physique,
que l'espoir et la confiance pouvaient être aussi puissants que n'importe quel médicament. Les femmes jouaient des rôles cruciaux dans la médecine médiévale, servant souvent de principales dispensatrices de soins pour des communautés entières. Elles maintenaient les connaissances à base de plantes, assistaient lors des accouchements, prenaient soin des malades et des personnes âgées et servèrent de pont entre la sagesse populaire et les pratiques médicales plus formelles. Leurs connaissances étaient pratiques, testées à travers des générations d'applications et adaptées aux conditions locales et aux ressources disponibles. Les aspects saisonniers de la médecine médiévale créaient leur propre calendrier de gestion de la santé. Le printemps apportait des maladies liées aux déficiences nutritionnelles accumulées pendant l'hiver, nécessitant des traitements qui visaient ces défis particuliers. L'été signifiait le temps de récolte pour les plantes médicinales, mais aussi un risque accru d'accidents et de blessures dus au travail agricole intensif. L'automne nécessitait la préparation de médicaments pour les maux d'hiver, tandis que l'hiver lui-même apportait des maladies respiratoires et des conditions liées à l'exposition au froid et à une nutrition limitée. La pratique médicale médiévale intégrait des approches physiques, mentales et spirituelles de la guérison, de manière que la médecine moderne commence à redécouvrir. Il comprenait que la maladie résultait souvent de multiples facteurs, pas seulement des causes physiques, mais le stress émotionnel, le déséquilibre spirituel et les défis environnementaux. Le traitement s'attaquait à tous ces aspects simultanément, créant des approches de guérison complètes que les praticiens modernes pourraient appeler holistiques. Les instruments chirurgicaux et les techniques disponibles aux praticiens médiévaux étaient plus sophistiqués que beaucoup de gens ne le supposent. Ils avaient des outils spécialisés pour différentes procédures, comprenaient l'importance de la propreté pendant les opérations et avaient développé des techniques anesthésiques utilisant diverses médecines végétales qui pouvaient réduire la douleur et favoriser la guérison. Bien qu'ils ne comprennent pas l'infection selon nos concepts modernes, ils avaient des méthodes pratiques pour prévenir les complications qui s'avéraient souvent efficaces. Les systèmes de soutien, communautaires autour des maladies et des blessures, révèlent la force sociale de la société médiévale. L'économie de la médecine médiévale fonctionnait selon des principes très différents des systèmes de santé modernes. Les guérisseurs étaient souvent payés en biens, en services ou en obligations futures plutôt qu'en argent. Le paiement pouvait être différé jusqu'après la guérison, ajusté selon la capacité de paiement du patient ou structuré comme un soutien communautaire continu pour les autres besoins du guérisseur. Cela créait des systèmes de soins médicaux accessibles aux personnes de tous niveaux économiques. La formation des guérisseurs médiévaux combinait l'instruction formelle avec des systèmes d'apprentissage qui garantissaient la transmission efficace des connaissances pratiques. Les jeunes gens apprenaient non seulement quels médicaments utiliser, mais comment diagnostiquer les conditions, comment interagir avec les patients et les familles, comment gérer les urgences médicales et comment maintenir leurs propres connaissances et compétences tout au long de leur carrière. L'intégration de la médecine médiévale avec les pratiques religieuses créait des approches de guérison qui s'occupaient des besoins spirituels aussi bien que physiques. Ce n'était pas de la superstition remplaçant la vraie médecine, c'était la reconnaissance que les êtres humains sont des créatures complexes, dont la santé implique plusieurs dimensions qui nécessitent attention pour qu'une guérison complète puisse se produire. La compréhension médiévale de la contagion et de la prévention était plus sophistiquée qu'on ne le suppose souvent. Ils développèrent des procédures de quarantaine, reconnurent les modèles de transmission des maladies et créèrent des pratiques de santé communautaire qui limitaient la propagation des maladies épidémiques. Bien qu'ils ne comprissent pas les germes dans les termes modernes, leurs approches pratiques pour prévenir la transmission des maladies s'avéraient souvent efficaces. La chose remarquable à propos de la médecine médiévale était comment elle s'adaptait aux limitations de ressources tout en fournissant encore des soins efficaces. Les guérisseurs travaillaient avec des plantes disponibles localement, développaient des techniques qui utilisaient efficacement des outils simples et créaient des approches de traitement que les familles pouvaient continuer à domicile. Cela produisait des systèmes médicaux qui étaient durables, accessibles et souvent remarquablement efficaces étant donné les contraintes dans lesquelles ils opéraient. Comme les saisons tournèrent dans le monde médiéval, comme les communautés adaptaient leurs pratiques de guérison aux conditions environnementales changeantes et aux défis sanitaires, l'intégration des connaissances médicales avec les rythmes saisonniers
créaient des systèmes complets de gestion de la santé que nous apprenons encore à apprécier. Et ces rythmes saisonniers s'étendaient bien au-delà de la médecine. Les communautés traversaient des cycles que les gens modernes ont presque oubliés, des rythmes qui pulsaient comme un battement de cœur géant à travers chaque aspect de l'existence humaine. Ce n'était pas seulement à propos des changements météorologiques, c'était à propos de transformations fondamentales dans les stratégies de survie, les liens communautaires et la danse délicate entre les besoins humains et l'indifférence féroce de la nature. Je suis David, et je passe depuis des années à étudier comment les communautés médiévales comprenaient et travaillaient avec les cycles saisonniers. Ce que j'ai découvert révèle des connaissances incroyablement sophistiquées, des modèles environnementaux, qui permettaient aux gens de prospérer en harmonie avec des systèmes naturels, capables tantôt de soutenir la vie, tantôt de la détruire sans avertissement. Imaginez le matin de fin d'automne, alors que les familles dans tout le village font la transition cruciale de l'abondance des récoltes au mode de survie hivernale. Ce n'est pas juste changer de vêtements ou allumer plus de feu, c'est une réorganisation complète de la vie quotidienne, des relations communautaires et de la gestion des ressources qui nécessitent des connaissances, du timing et une coordination que les citadins modernes peuvent à peine comprendre. Observez Éléanore alors qu'elle vérifie les préparations hivernales de sa famille avec la minutie méthodique de quelqu'un dont la vie dépend d'avoir chaque détail correct. Elle ne fait pas que compter la nourriture stockée. Elle calcule les taux de consommation, estime les modèles météorologiques et planifie pour les contingences qui pourraient perturber ses plans soigneusement élaborés. Les gens médiévaux ne faisaient pas que réagir aux changements saisonniers. Ils les anticipaient avec une précision qui impressionnerait les météorologues modernes. La cave à légumes, sous la maison d'Éléanore, représente des mois de planification et construction soigneuse. Creusée à exactement la bonne profondeur où la température du sol reste constante tout l'hiver. Tapissée de pierres qui fournissent l'isolation tout en prévenant les problèmes d'humidité et organisée avec des systèmes de stockage qui permettent l'accès à différents aliments sans perturber l'équilibre environnemental délicat qui prévient le gaspillage. Mais le génie de l'adaptation saisonnière médiévale s'étendait bien au-delà du stockage de nourriture. Les systèmes de vêtements d'Éléanore pour sa famille démontrent une compréhension sophistiquée de la superposition, l'isolation et les propriétés des matériaux qui permettaient aux gens de maintenir la chaleur corporelle et continuer le travail extérieur, même dans des conditions qui seraient difficiles avec l'équipement moderne. Chaque vêtement servait plusieurs fonctions, conçues pour être adaptables aux conditions changeantes tout au long de la journée. Le bois de chauffage empilé devant la maison d'Éléanore n'est pas juste du combustible collecté au hasard. C'est une sélection soigneusement organisée de différents types de bois, chacun choisi pour des propriétés de combustion spécifiques. Du chêne pour des feux durables pendant la nuit, du bouleau pour un chauffage rapide, lorsque des changements de température rapides sont nécessaires, du pin pour ses qualités aromatiques qui favorisent la santé respiratoire pendant les longs mois hivernaux confinés. Les gens médiévaux comprenaient la gestion du feu comme une science et un art. Voici ce qui m'étonne absolument dans la planification saisonnière médiévale. Ils pensaient en cycles qui s'étendaient bien au-delà des simples saisons. Les décisions d'Éléanore concernant quelles graines conserver pour les plantations de l'année prochaine, quels animaux élever et lesquels abattre, quels outils réparer pendant les mois d'hiver, reflètent toute une planification qui prend en compte plusieurs années de modèles météorologiques, de besoins communautaires et de disponibilité des ressources. Le calendrier social qui gouverne les transitions saisonnières médiévales crée des liens communautaires qui se renforcent pendant les mois difficiles à venir. Les groupes de travail d'automne où les voisins collaborent sur de grands projets de conservation, les rassemblements de conteurs d'hiver qui maintiennent les connexions sociales pendant les intempéries isolantes, les festivals de printemps qui célèbrent la survie et le renouveau, ce ne sont pas seulement des divertissements, ce sont des composantes essentielles de la stratégie de survie communautaire. Les techniques médiévales de prédiction météorologique étonneraient les météorologues modernes par leur précision et leur sophistication. Éléonore et ses voisins lisent les signes atmosphériques, les modèles de comportement animal et les réponses des plantes qui fournissent des informations détaillées sur les systèmes météorologiques approchants. Ils comprennent quelles formations nuageuses
prédisent des types spécifiques de précipitations. Quels modèles de vent indiquent des changements de température? Quels comportements animaux avertissent des tempêtes approchantes? La préparation psychologique aux transitions saisonnières révèle une autre couche de sagesse médiévale. Ces communautés ont développé des cadres mentaux qui permettaient aux gens de trouver satisfaction et signification, même pendant les mois d'hiver les plus difficiles. Ils ont créé des activités intérieures qui fournissaient un but et une productivité, des traditions sociales qui maintenaient les liens communautaires et des pratiques spirituelles qui offraient espoir et réconfort pendant les périodes sombres. Les connaissances agricoles intégraient la conscience saisonnière avec une compréhension sophistiquée de la gestion des sols, de la rotation des cultures et de la biologie végétale. Les agriculteurs médiévaux savaient exactement quand planter différentes cultures, en se basant sur des calculs complexes, impliquant la température du sol, les niveaux d'humidité, les observations astronomiques et les conditions du microclimat local. Leur système à 3 champs représente une science agricole qui a soutenu les communautés européennes pendant des siècles. La production artisanale qui occupait les mois d'hiver n'était pas juste du travail occupationnel pour passer le temps. C'était une activité économique essentielle qui créait des outils, des vêtements et des articles ménagers nécessaires pour l'année à venir. Éléonore et sa famille utilisent les mois d'hiver pour réparer et créer l'équipement dont ils auront besoin pour les plantations de printemps, l'entretien d'été et la récolte d'automne. Chaque heure passée dans le travail artisanal d'hiver représente un investissement dans la survie future. La compréhension médiévale de la nutrition saisonnière révèle une connaissance remarquable de comment les besoins alimentaires changent tout au long de l'année. Éléonore ajuste les habitudes alimentaires de sa famille non seulement en fonction des aliments disponibles, mais aussi en fonction de sa compréhension de comment différentes saisons imposent différentes exigences au corps humain. Les régimes d'hiver mettent l'accent sur les aliments réchauffants et les nutriments stockés. Les régimes de printemps se concentrent sur la purification et le renouveau. L'alimentation d'été profite de l'abondance fraîche tout en se préparant aux activités de conservation. Les aspects saisonniers du leadership communautaire et de la prise de décision montrent comment la gouvernance médiévale s'adaptait au cycle naturel. Différentes saisons exigeaient différents types de coordination communautaire. L'automne exigeait des activités collaboratives de récolte, l'hiver nécessitait une gestion prudente des ressources et la résolution de conflits, le printemps appelait des efforts de plantation coordonnés et des réparations d'infrastructures. Les systèmes économiques dans les communautés médiévales opéraient sur des rythmes saisonniers qui intégraient la production, le commerce et la consommation avec les cycles naturels. Éléonore participe au marché saisonnier où les communautés échangent la production excédentaire pour des biens nécessaires, créant des relations commerciales qui fournissent une sécurité contre les pénuries locales tout en construisant des connexions économiques qui renforcent la stabilité régionale. L'intégration de la conscience saisonnière avec les pratiques spirituelles et religieuses créait des systèmes de signification qui aidèrent les gens à comprendre leur place dans les cycles naturels. Les communautés médiévales ne se voyaient pas comme séparées ou en opposition au système naturel. Elles comprenaient les humains comme des participants dans les rythmes saisonniers qui nécessitaient respect, adaptation et harmonie pour une survie réussie. Les modèles de migration saisonnière affectèrent les communautés médiévales de manière qui nécessitait une planification et une adaptation sophistiquée. Le village d'Éléonore doit se préparer pour les travailleurs saisonniers qui arrivent pour la récolte, les marchands voyageurs qui suivent les routes commerciales saisonnières, et divers spécialistes dont les services sont nécessaires à des moments spécifiques de l'année. L'infrastructure et les ressources communautaires doivent s'adapter à ces fluctuations démographiques saisonnières prévisibles mais exigeantes. La construction et l'entretien des bâtiments, des outils et de l'infrastructure suivaient des rythmes saisonniers qui maximisaient l'efficacité tout en travaillant dans les limitations naturelles. L'hiver fournissait du temps pour le travail artisanal détaillé et les réparations qui ne pouvaient pas être accomplies pendant les saisons de croissance occupées, tandis que les mois de beau temps se concentraient sur les projets nécessitant des conditions environnementales favorables. La gestion saisonnière du combustible à l'époque médiévale exigeait des connaissances et une planification qui dépassaient largement la simple collecte de bois de chauffage.
La famille d'Elénor sait parfaitement comment les différents combustibles brûlent à des rythmes variables, produisent des quantités de chaleur distinctes, génèrent différents types de fumée et exigent des méthodes de stockage et de préparation spécifiques. Leurs réserves de combustible incluent du bois, du charbon de bois, de la tourbe et d'autres matériaux soigneusement choisis et préparés pour des besoins saisonniers spécifiques. Les systèmes de gestion de la santé qui gouvernaient les transitions saisonnières montrent comment les communautés médiévales adaptaient leurs pratiques de guérison aux conditions environnementales changeantes et aux défis sanitaires saisonniers. Différentes saisons apportaient différents schémas de maladies, nécessitaient différentes préparations médicinales et demandaient différentes stratégies de prévention que les communautés avaient développées à travers des générations d'expérience. Alors que l'hiver s'intensifiait et que les communautés se préparaient aux mois difficiles à venir, les liens sociaux et les pratiques culturelles renforcées durant les transitions automnales devenaient le fondement des stratégies de survie qui porteraient les gens à travers la période la plus sombre et la plus froide de l'année jusqu'au renouveau printanier. Au sein de ces cycles saisonniers, vivaient des communautés médiévales qui comprenaient quelque chose que nous avons oublié. La force individuelle ne signifie rien quand soufflent les vents d'hiver, mais la sagesse collective peut conquérir presque n'importe quel défi. Ce n'étaient pas simplement des voisins habitant les uns près des autres. Il s'agissait de véritables réseaux de survie humaine, unis par des relations plus solides que l'acier, plus fiables que n'importe quelle institution moderne. Imaginez des communautés où votre survie dépendait littéralement de la force de vos liens sociaux, où l'isolement signifiait la mort et la coopération signifiait la vie, car au sein de ces cycles saisonniers vivaient des communautés médiévales où la survie ne dépendait pas de la réussite individuelle ou de la richesse personnelle, mais de réseaux complexes de relations qui créaient des liens sociaux capables de soutenir des populations entières à travers des défis qui auraient dévasté des individus isolés ou des familles nucléaires. Je suis Guillaume, et j'ai passé ma vie à étudier les structures sociales médiévales, et ce que j'ai découvert sur les relations humaines dans ces communautés changera fondamentalement votre compréhension de la coopération, de la loyauté et de l'incroyable pouvoir des liens sociaux forgés par la nécessité partagée et la dépendance mutuelle. Imaginez le foyer de la famille Meunier par cette froide matinée d'hiver, mais comprenez bien que foyer ne correspond pas à ce que nous entendons aujourd'hui, une simple famille nucléaire vivant dans l'isolement. La demeure de Guillaume le Meunier abrite non seulement sa femme et ses enfants, mais ses parents âgés, sa sœur célibataire, 2 apprentis apprenant son métier, une cousine veuve avec ses jeunes enfants et parfois des parents voyageurs qui ont besoin d'un abri temporaire. Il ne s'agit pas de surpopulation, c'est une organisation sociale sophistiquée qui assure la sécurité grâce au nombre et à la diversité des compétences. Observez comment les responsabilités circulent à travers ce réseau de foyers étendus. L'épouse de Guillaume, Margot, gère non seulement la cuisine et la garde d'enfants, mais coordonne les relations complexes entre plusieurs adultes avec différents besoins, différentes compétences et différentes obligations. Elle dirige en essence un petit centre communautaire, médiant les conflits, organisant les plannings de travail et veillant à ce que chacun contribue selon ses capacités tout en recevant les soins correspondant à ses besoins. Les relations entre les enfants de Guillaume et les divers adultes de leur foyer créent des systèmes éducatifs qui entourent les jeunes gens de sources multiples de connaissances, de guidance et de protection. Chaque enfant apprend non seulement de ses parents, mais de grands-parents qui portent la mémoire historique, de tantes et oncles célibataires qui apportent des perspectives alternatives, et d'apprentis qui démontrent des voies vers l'indépendance économique. Mais voici ce qui va absolument vous stupéfier sur l'organisation sociale médiévale. Les obligations et systèmes de soutien s'étendaient bien au-delà des foyers individuels. Les relations de Guillaume avec d'autres familles du village créent des réseaux d'aide mutuelle qui fonctionnent comme des polices d'assurance complètes contre tout désastre imaginable. Quand la famille du boulanger a perdu sa maison dans un incendie, Guillaume n'a pas seulement contribué en main-d'œuvre et matériaux, il a participé à des contrats sociaux qui garantissent un soutien similaire pour sa propre famille si une crise venait à frapper. Le système corporatif qui gouverne le travail de Guillaume comme meunier démontre comment les communautés médiévales créaient des relations professionnelles qui fournissaient la sécurité économique tout en
Maintenant les standards de qualité et les systèmes de formation. Les meuniers collègues ne sont pas de simples concurrents. Ils forment une véritable confrérie qui partage les connaissances techniques, s'entraide lors de pannes d'équipement, coordonne les prix pour éviter une concurrence destructrice et garantit que les services essentiels demeurent accessibles à la communauté. Le mariage médiéval constituait la création d'alliances stratégiques qui étendaient les réseaux de soutien à travers les lignées familiales et tissaient des connexions pouvant s'étendre sur plusieurs communautés. Quand la fille aînée de Guillaume épouse le fils du forgeron du village voisin, elle ne trouve pas seulement le bonheur personnel, elle crée des partenariats économiques, des connexions politiques et des accords d'aide mutuelle qui bénéficient aux deux familles. Élargie pour des générations, la chose fascinante sur les liens sociaux médiévaux est la façon dont ils équilibraient l'identité individuelle avec la responsabilité collective. Guillaume maintient sa réputation personnelle et l'honneur familial, tout en participant à des décisions communautaires qui peuvent nécessiter un sacrifice personnel pour le bénéfice collectif. Ce n'étaient pas des sociétés qui éliminaient la réussite individuelle, elles étaient des communautés qui comprenaient que le succès individuel était impossible sans soutien collectif. Les communautés religieuses offraient une autre couche d'organisation sociale qui créait des liens transcendant les relations familiales et économiques. Le monastère local ne se contente pas d'offrir des services spirituels. Il fait office de centre d'éducation, d'hôpital, de bibliothèque, de station de recherche agricole et de centre de distribution des ressources d'urgence. Les moines ne sont pas séparés de la vie communautaire, ils font partie intégrante du tissu social qui rend la colonie médiévale durable. Observez comment l'information circule à travers ces réseaux sociaux en temps de crise ou d'opportunité. Quand les voyageurs apportent des nouvelles d'événements lointains, quand les conditions météorologiques annoncent des changements dans les conditions agricoles, quand les développements politiques pourraient affecter les communautés locales, les liens sociaux entre familles, guildes et groupes religieux deviennent des systèmes de communication qui garantissent que chacun reçoit rapidement et précisément les informations vitales. L'aspect le plus remarquable des relations sociales médiévales pourrait être la façon dont elles créaient la sécurité sans autorité centrale ou soutien institutionnel. La communauté de Guillaume gère la résolution de conflits, la distribution des ressources, la prise de décisions collectives et l'entraide mutuelle, à travers des relations et des coutumes qui fonctionnent plus efficacement que de nombreux systèmes bureaucratiques modernes. Les concepts médiévaux d'honneur et de réputation n'étaient pas seulement de la vanité personnelle. C'étaient des technologies sociales qui maintenaient la coopération et la confiance au sein de communautés où les gens devaient dépendre les uns des autres pour survivre. La réputation de Guillaume pour les affaires honnêtes, le travail fiable et le soutien communautaire ne concernent pas seulement la satisfaction personnelle, c'est l'atout économique le plus précieux de sa famille et sa garantie de sécurité sociale. Les rythmes saisonniers que nous avons discutés prennent un nouveau sens quand ils sont compris à travers les modèles de relations sociales. Les rassemblements hivernaux ne sont pas seulement du divertissement. Ce sont des activités d'entretien essentielles pour les liens sociaux qui doivent rester assez forts pour soutenir la coopération communautaire pendant les plantations de printemps, les urgences d'été et les pressions de la récolte d'automne. Les relations économiques dans les communautés médiévales fonctionnaient à travers des connexions sociales qui intégraient production, échange et consommation avec les relations personnelles et les obligations communautaires. Les affaires de Guillaume avec les fermiers, boulangers et autres membres de la communauté ne sont pas seulement des transactions commerciales, ce sont des contrats sociaux en cours qui impliquent le soutien mutuel, le partage d'informations et la planification coordonnée qui profite à tous les impliqués. L'éducation des enfants dans les communautés médiévales impliquait des réseaux sociaux qui fournissaient plusieurs adultes comme modèles, enseignants et protecteurs pour chaque enfant. Les enfants de Guillaume apprennent non seulement de leur famille immédiate, mais de toute la communauté d'adultes qui sont investis dans leur développement et leur succès. Cela crée des systèmes éducatifs et un soutien social que les familles nucléaires modernes peinent à fournir seules. L'intégration du travail et de la vie sociale dans les communautés médiévales éliminait la séparation moderne entre les relations professionnelles et personnelles. Les relations de travail de Guillaume avec d'autres meuniers, ses connexions commerciales avec les fermiers et boulangers,
ses obligations de guilde et ses devoirs religieux s'entrelacent tous pour créer des réseaux sociaux complets qui fournissent à la fois l'opportunité économique et le soutien personnel. Les communautés médiévales développèrent des méthodes sophistiquées pour inclure les individus marginalisés, veuves, orphelins, membres handicapés de la communauté et personnes âgées qui ne pouvaient plus travailler indépendamment. Ce n'étaient pas des cas de charité. C'étaient des membres de la communauté dont les besoins spécifiques étaient pris en compte à travers des systèmes sociaux qui trouvèrent des moyens pour que chacun contribue selon ses capacités, tout en recevant des soins selon ses circonstances. Les dimensions politiques des liens sociaux médiévaux créaient des systèmes de gouvernance qui équilibraient les droits individuels avec les besoins collectifs à travers des réseaux de relations plutôt que des cadres légaux abstraits. Les décisions communautaires émergeaient à travers des processus qui prenaient en compte de multiples intérêts familiaux, préoccupations de guildes, obligations religieuses et pratiques traditionnelles de façon qui maintenait l'harmonie sociale tout en relevant les défis pratiques. Les concepts médiévaux de loyauté et d'obligation créaient des contrats sociaux qui étaient à la fois plus exigeants et plus protecteurs que les relations institutionnelles modernes. Les obligations de Guillaume envers son seigneur, sa guilde, sa famille et sa communauté exigeaient sacrifices personnels et contributions constantes, mais en retour fournissaient sécurité, soutien et appartenance qui soutenaient les gens à travers des défis qui submergeraient des individus isolés. La chose remarquable à propos de ces systèmes sociaux médiévaux est comment ils créaient des communautés qui étaient simultanément plus restrictives et plus soutenantes que la société moderne. Guillaume avait moins de choix individuels, mais plus de sécurité collective. Moins d'intimité personnelle, mais plus de connexion sociale. Moins d'opportunités pour un changement personnel dramatique, mais plus de certitude concernant le soutien communautaire en temps de crise. Ces relations étaient entretenues à travers des traditions médiévales qui transformaient la simple survie en quelque chose approchant l'art. Leurs expressions culturelles étaient si riches, si profondément significatives, qu'elles pouvaient soutenir des communautés entières à travers des conditions qui briseraient les sociétés modernes. Elles construisaient une identité partagée, des valeurs et des espoirs qui élevaient les gens au-dessus de leur détresse immédiate et les connectaient à quelque chose d'éternel. Je suis le Père Bénédicte, et j'ai observé ces communautés remarquables pendant des décennies à célébrer leurs festivals, bénir leurs mariages, réconforter leurs chagrins et participer aux traditions culturelles qui transforment la simple survie en épanouissement véritablement humain, même dans des conditions d'une difficulté extraordinaire. Imaginez la fête de Saint-Étienne le 26 décembre, quand notre communauté se rassemble non seulement pour célébrer l'office religieux, mais pour participer à des traditions qui nous unissent par un sens partagé et une joie collective. Regardez comme le jeune Edmund mène la procession de wassailing à travers le village, portant le bol décoré de bière épicée qui représente l'abondance, la bénédiction et le vœu communautaire de prospérité pour l'année à venir. Les chants de wassailing qu'Edmund et ses compagnons entonnent ne sont pas simplement du divertissement. Ils sont les gardiens de la mémoire communautaire, du savoir agricole et des valeurs sociales transmises de génération en génération. Chaque couplet contient des informations pratiques sur les cycles saisonniers, les relations communautaires et les croyances spirituelles qui guident la vie quotidienne. La fête des fous en janvier semble aux étrangers être simple réjouissance, mais elle offre en réalité des opportunités structurées de critique sociale, de relâchement des tensions et d'inversion temporaire des rôles qui renforcent plutôt qu'elle ne menace la hiérarchie communautaire. Quand le cerf le plus humble devient roi pour un jour, chacun apprend d'importantes leçons sur le pouvoir, la responsabilité et la dignité humaine. Regardez comme Margot et les autres femmes se préparent pour la Chandeleur, le 2 février, quand l'étau de l'hiver commence à se desserrer, et les communautés commencent à anticiper le retour du printemps. Leurs activités de fabrication de bougies ne sont pas simplement une préparation pratique pour les cérémonies religieuses. Ce sont des séances de travail communales qui créent des opportunités de partager des informations, renforcer les amitiés et transmettre les compétences dont les jeunes femmes auront besoin pour gérer leur propre foyer. Les coutumes complexes entourant le lundi de la charrue
révèle comment les communautés médiévales intégraient travail et célébration d'une manière qui honorait à la fois la nécessité pratique et le sens spirituel. Quand Robert le laboureur mène les charrues décorées à travers les rues du village, les bénissant pour la saison agricole à venir, il participe à des traditions qui combinent connaissances techniques, coopération communautaire et foi religieuse, en système complet, pour gérer la relation entre les besoins humains et les forces naturelles. Les festivals saisonniers médiévaux créaient des calendriers porteurs de sens qui aidaient les gens à comprendre leur place dans des rythmes cosmiques qui transcendent les vies individuelles. Les 12 jours de Noël n'étaient pas simplement des vacances. Ils représentaient un temps structuré en dehors des routines de travail normales quand les communautés pouvaient se concentrer sur la construction de relations, la transmission culturelle et le renouveau spirituel qui les soutiendrait pendant les mois difficiles à venir. Les expressions artistiques qui florissaient au sein de ces communautés révèlent une créativité et une sophistication qui défient les idées reçues modernes sur la vie culturelle médiévale. Écoutez les ballades que les ménestrels itinérants interprètent pendant les rassemblements villageois. Ce ne sont pas des chansons primitives, mais des compositions musicales complexes qui racontent des histoires, préservent la mémoire historique et explorent des thèmes d'amour, d'aventure, d'héroïsme et de perte qui parlent aux expériences humaines universelles. Les traditions artisanales qui produisaient les objets de la vie quotidienne devenaient des expressions culturelles qui créant la beauté dans la fonctionnalité. La poterie que Martha façonne sur son tour n'est pas simplement utilitaire. Elle est décorée de motifs qui relient son travail aux traditions artistiques anciennes, tout en exprimant la créativité personnelle et les valeurs esthétiques communautaires. Chaque objet ménager devient une opportunité d'expression artistique qui enrichit l'expérience quotidienne. Les traditions de narration qui animaient les soirées d'hiver remplissaient des fonctions éducatives, divertissantes et de préservation culturelle que les médias modernes peinent à égaler. Quand le vieux Guillaume raconte des histoires de chevaliers héroïques, de paysans astucieux, de transformations magiques et de leçons morales, il ne fait pas que passer le temps. Il enseigne des valeurs, préserve la mémoire culturelle et crée des expériences imaginatives partagées qui unissent les membres de la communauté à travers des histoires et des symboles communs. Les traditions de danse médiévale révèlent comment le mouvement physique devenait expression culturelle qui renforçait les liens sociaux tout en fournissant des exutoires approuvés pour l'énergie émotionnelle et physique. Les danses, en cercle exécutés durant les festivals de récolte, offraient des opportunités de participation pour tous les âges et niveaux sociaux, tout en renforçant la solidarité communautaire à travers le mouvement coordonné et le rythme partagé. Le théâtre religieux représenté durant les fêtes majeures démontre comment les communautés médiévales créaient des expériences théâtrales qui rendaient les concepts spirituels abstraits accessibles à travers des récits vivants, des costumes élaborés et la participation communautaire. Ces mystères n'étaient pas seulement du divertissement. Ils étaient des outils éducatifs qui enseignaient la doctrine religieuse tout en fournissant des opportunités pour la collaboration artistique et l'expression culturelle. Les traditions alimentaires entourant les grandes célébrations montrent comment les communautés médiévales utilisaient les cycles de festins et de jeûnes pour donner du sens, susciter l'anticipation et marquer les transitions importantes dans la vie communautaire. Les préparations élaborées pour le dimanche de Pâques, suivant des semaines de restrictions de carême, créaient des expériences partagées de sacrifice et d'abondance qui renforçaient les valeurs spirituelles tout en fortifiant les liens sociaux à travers la célébration collaborative. Les coutumes matrimoniales qui entouraient les célébrations de mariage révèlent comment les relations personnelles étaient intégrées dans les expressions culturelles communautaires qui honorissent le bonheur individuel, tout en renforçant les valeurs sociales et les obligations collectives. Les festivités de mariage impliquaient des communautés entières dans des célébrations qui pouvaient durer plusieurs jours, créant des souvenirs partagés et des relations renforcées qui soutiendraient la nouvelle famille tout au long de leur vie conjugale. Les traditions funéraires médiévales démontrent comment les communautés utilisaient les pratiques culturelles pour traiter le deuil, honorer les membres décédés et maintenir les connexions entre les générations passées et présentes. Les coutumes élaborées entourant la mort et l'enterrement n'étaient pas seulement des obligations religieuses,
Elles étaient des processus de guérison communautaire qui aidaient chacun à faire face à la perte tout en préservant la continuité culturelle et la stabilité sociale. Les traditions saisonnières qui marquaient les transitions agricoles montrent comment les communautés médiévales créaient un sens culturel autour des activités pratiques qui soutenaient la survie physique. Les festivals de récolte transformaient le travail nécessaire en accomplissement communautaire célébré, tandis que les cérémonies de plantation printanière bénissaient des activités essentielles avec une signification spirituelle qui motivait l'effort collectif et la responsabilité partagée. Les traditions de guildes créaient des expressions culturelles professionnelles qui honoraient les compétences artisanales tout en construisant l'identité professionnelle et la cohésion sociale parmi les travailleurs. Les cérémonies élaborées entourant l'achèvement de l'apprentissage, les célébrations des saints patrons spécifiques aux différents métiers et les standards professionnels maintenus à travers la supervision des guildes contribuaient tous à des systèmes culturels qui transcendaient la simple activité économique pour valoriser le travail. Les traditions culturelles féminines, souvent négligées dans les archives historiques, créaient des systèmes parallèles de sens et d'expression qui abordaient spécifiquement les expériences et préoccupations féminines. Les rituels de bénédiction entourant l'accouchement, les traditions collaboratives de production textile et les réseaux informels de partage de connaissances sur la santé, les soins aux enfants et la gestion domestique créaient des vies culturelles riches dans les sphères domestiques. L'intégration des pratiques culturelles avec les rythmes saisonniers créait des systèmes de sens complets qui aidaient les gens du Moyen-Âge à comprendre leur vie dans des cadres plus larges de signification cosmique. Chaque tradition connectait l'expérience individuelle aux valeurs communautaires, aux cycles naturels et aux croyances spirituelles de manière qui créait cohérence et but même durant les circonstances les plus difficiles. Ces expressions culturelles n'étaient pas seulement des ajouts décoratifs à des vies dures. Elles étaient des technologies essentielles pour donner du sens, construire des relations et maintenir l'espoir qui rendèrent possible des communautés véritablement humaines, même dans des conditions que les gens modernes peuvent à peine imaginer survivre. Et ainsi, alors que nous nous préparons à laisser ce monde médiéval derrière nous, alors que nous considérons ce que ces gens remarquables ont accompli et ce qu'ils peuvent nous enseigner sur la résilience, la communauté et la force durable de l'esprit humain, nous découvrons des leçons qui parlent directement aux défis que nous affrontons à notre époque. Alors que notre voyage à travers ces communautés dures mais remarquablement résilientes tire à sa fin, nous nous trouvons face à face avec des leçons qui traversent 7 siècles pour toucher nos cœurs modernes et nous éveiller. Vous êtes venus ici ce soir cherchant à comprendre comment les communautés médiévales ont survécu à des hivers bien plus brutaux que tout ce que nous expérimentons aujourd'hui. Et vous avez découvert quelque chose de bien plus profond. Ce ne sont pas seulement des curiosités historiques, ce sont des plans de survie, des codes de sagesse et des vérités profondes sur ce que signifie vraiment être humain quand tout dépend de votre prochaine décision. Les gens du Moyen Âge que nous avons côtoyés n'étaient pas nos ancêtres primitifs trébuchant dans l'âge des ténèbres. C'étaient des survivants ingénieux qui relevaient des défis que nous peinons à imaginer. Je suis Sarah, et alors que nous concluons cette exploration ensemble, je suis frappé par la sagesse profonde ancrée dans la vie quotidienne de ces gens du Moyen-Âge qui relevaient des défis qui mettraient à genoux nos technologies les plus avancées et nos systèmes les plus sophistiqués. Ce qu'ils ont accompli, non seulement survivre, mais prospérer, créer de la beauté, bâtir des communautés durables et trouver du sens dans des vies qui étaient brutales selon nos critères, offre des perspectives dont notre monde moderne, confortable, a urgemment besoin de retrouver. Pensez à ce que nous avons observé ensemble pendant notre séjour dans ce village médiéval. Nous avons vu des communautés qui comprenaient que la survie n'était pas un accomplissement individuel, mais un art collectif nécessitant coopération, sagesse et soutien mutuel que la société moderne a largement oublié. Quand le feu menaçait de détruire des quartiers entiers, tout le monde savait exactement quoi faire, et ils le faisaient ensemble, sans planification centrale ni service d'urgence professionnel. Quand les transitions saisonnières exigeaient une préparation complexe et une gestion des ressources, les communautés coordonnaient leurs efforts à travers des relations et des connaissances traditionnelles qui assuraient que les besoins de chacun soient satisfaits. Ces gens du Moyen Âge possédèrent des compétences
que nous avons échangé contre la commodité et le confort. Ils pouvaient déchiffrer les signes météorologiques dans les formations nuageuses et le comportement animal, préserver la nourriture sans réfrigération, maintenir des feux qui brûlaient efficacement toute la nuit, traiter les blessures et les maladies, avec des plantes disponibles localement, et coordonner des activités communautaires complexes sans système de communication moderne. Ils comprenaient leur environnement intimement et travaillaient avec les forces naturelles plutôt que contre elles. Mais peut-être le plus remarquable, ils ont créé des systèmes sociaux qui fournissaient sécurité et sens sans sacrifier la dignité individuelle ni la cohésion communautaire. Les guildes médiévales protégeaient les travailleurs tout en maintenant les standards de qualité. Les réseaux familiaux étendus fournissaient des systèmes de soutien qui assuraient que personne n'affrontait une crise seule. Les communautés religieuses offraient des conseils spirituels tout en servant les besoins pratiques de la communauté. Le mariage créait des alliances stratégiques qui renforçaient les familles tout en honorant les relations personnelles. La conscience saisonnière qui gouvernait la vie médiévale révèle une sagesse sur les rythmes naturels que notre existence moderne hyper-connectée et climatisée a fait oublier. Ces gens comprenaient que différents moments nécessitaient différentes stratégies, que l'abondance et la rareté portaient toutes deux des leçons, que la préparation et l'adaptation étaient des processus continus qui nécessitaient attention, planification et coopération communautaire. Ils vivaient dans les cycles naturels plutôt que de lutter contre eux. Les traditions culturelles médiévales créaient des systèmes de sens qui transformaient la survie en quelque chose approchant l'art. Leurs festivals n'étaient pas seulement du divertissement, mais des événements fédérateurs qui renforçaient les liens sociaux tout en préservant les connaissances essentielles. Leurs artisanats n'étaient pas seulement fonctionnels, mais des expressions de créativité et de beauté qui enrichissaient l'expérience quotidienne. Leurs histoires n'étaient pas seulement du divertissement, mais des véhicules pour transmettre les valeurs, préserver la mémoire et explorer des thèmes universels qui connectaient les vies individuelles à des buts plus larges. La résilience, que ces communautés ont démontrée face aux défis qui dévasteraient les sociétés modernes, offre des leçons profondes sur l'adaptabilité et la force humaine. Elles ont survécu et parfois prospéré pendant des catastrophes climatiques qui détruisaient les récoltes, des bouleversements politiques qui perturbèrent le commerce, des maladies épidémiques qui tuaient une part considérable de la population et des instabilités économiques qui effondreraient les systèmes financiers modernes. Elles ont fait cela non pas grâce à une technologie supérieure, mais grâce à une organisation communautaire et une sagesse culturelle supérieure. Leur relation avec l'incertitude nous enseigne quelque chose d'important sur l'acceptation des limitations tout en maximisant les possibilités dans les contraintes. Les gens du Moyen Âge vivaient avec des risques et des incertitudes que nous peinons à concevoir aujourd'hui, pourtant ils ont développé des cadres mentaux qui permettaient non seulement la survie, mais une satisfaction et un sens véritable. Ils trouvèrent la sécurité non pas en contrôlant leur environnement, mais en faisant confiance à leur communauté et à leurs propres compétences durement acquises. L'intégration du travail, de la famille, de la communauté et de la vie spirituelle dans la société médiévale créait une complétude que l'existence moderne compartimentée peine à atteindre. Leurs activités économiques servèrent les besoins communautaires tout en construisant des relations personnelles. Leur structure familiale fournissait à la fois sécurité et éducation. Leurs pratiques religieuses offraient à la fois guidance spirituelle et services communautaires pratiques. Leurs célébrations saisonnières honoraient à la fois les cycles naturels et les valeurs culturelles. Peut-être plus important encore, les communautés médiévales comprenaient quelque chose que nous avons oublié, que l'épanouissement individuel dépend de la santé communautaire, que la sécurité personnelle vient par l'entraide mutuelle, qu'une existence riche de sens naît de la contribution à quelque chose qui dépasse l'intérêt personnel immédiat. Elles ont créé des systèmes où aider les autres était la meilleure façon de s'aider soi-même, où le succès individuel renforçait, plutôt que de menacer, le bien-être communautaire. Le courage que ces gens ordinaires ont montré en affrontant des défis extraordinaires offre de l'inspiration pour nos propres difficultés. Ils vivaient avec des dangers physiques que nous ne pouvons imaginer, des insécurités économiques qui terrifieraient les populations modernes,
et des restrictions sociales qui semblent insupportables aux esprits contemporains. Pourtant, ils ont trouvé des moyens de créer joie, beauté, sens et véritable communauté humaine dans ces contraintes sévères. La sagesse environnementale de ces peuples nous enseigne sur les relations durables avec les systèmes naturels qui ont soutenu les communautés humaines pendant des siècles. Ils comprenaient les limites, travaillaient dans les capacités naturelles et développaient des pratiques renouvelables qui préservaient plutôt que d'épuiser les ressources dont ils dépendaient. Leurs systèmes agricoles amélioraient plutôt que de dégrader la fertilité du sol. Leurs techniques de construction utilisaient les matériaux locaux de manière efficace. Leurs systèmes énergétiques fonctionnaient avec des sources renouvelables gérées par la coopération communautaire. Les technologies sociales qu'ils ont développées pour gérer les conflits, distribuer les ressources, prendre des décisions collectives et maintenir la coopération offrent des modèles que les sociétés modernes pourraient adapter aux défis contemporains. Ils ont créé des systèmes qui équilibraient les droits individuels avec les besoins collectifs, qui procuraient la sécurité sans éliminer les opportunités, qui maintenaient la stabilité tout en permettant l'adaptation et le changement. En retournant à notre monde moderne, portant avec nous la mémoire de ces personnes remarquables et leurs accomplissements extraordinaires, nous pourrions nous demander quelles leçons de la vie médiévale pourraient enrichir notre expérience contemporaine. Les personnes médiévales avec qui nous avons passé du temps n'étaient pas surhumaines. C'étaient des individus ordinaires faisant face à des défis extraordinaires avec sagesse, courage et soutien communautaire qui transformaient la survie en quelque chose proche de la noblesse. Ils nous rappellent que les êtres humains sont capables d'une résistance remarquable, de créativité et de coopération lorsque la nécessité l'exige et que la communauté soutient de telles réalisations. Leur héritage n'est pas seulement une curiosité historique, c'est une sagesse pratique sur la création de communautés humaines qui peuvent prospérer dans des conditions difficiles grâce à la coopération, la préparation, la richesse culturelle et le type de soutien mutuel qui rend possible la survie individuelle, créant un sens collectif qui transcende la simple existence. Alors, en vous endormant ce soir, confortable dans votre lit chauffé, en sécurité dans vos commodités modernes, je veux que vous emportiez avec vous quelque chose de plus que juste l'appréciation pour ces ancêtres remarquables. Vous avez été témoin de la façon dont les gens ont survécu à des conditions qui défieraient nos systèmes d'urgence les plus avancés, non pas grâce à une technologie supérieure, mais grâce à des liens si forts qu'ils pouvaient affronter n'importe quelle tempête ensemble. La prochaine fois que vous ferez face à l'incertitude dans votre propre vie, souvenez-vous des communautés médiévales que nous avons explorées. Leur sagesse vit dans des vérités simples. Que la préparation conquiert la panique, que les voisins deviennent famille quand la survie dépend de la coopération, que la sécurité la plus forte ne vient pas de ce que vous possédez, mais de ce sur qui vous pouvez compter quand tout s'effondre. Leur force vit en vous, leur sagesse reste disponible pour vous guider, et leur exemple nous rappelle à tous que nous sommes capables de beaucoup plus que nous n'osons habituellement imaginer. Si ce voyage dans leur monde a éveillé quelque chose en vous, une curiosité sur la résistance humaine, un désir de communauté plus profonde, ou simplement l'admiration pour ce que les gens ordinaires peuvent accomplir quand ils refusent d'abandonner, alors vous avez reçu le plus grand cadeau que ces survivants médiévaux pourraient offrir. Sonhos dos, da coragem e do espírito comunitário que nos conecta ao longo dos séculos e que você desperte amanhã com uma compreensão mais clara da força extraordinária que vive dentro de corações humanos comuns quando batem juntos.